Toi qu'on... Salut tout le monde, 7 mai 2024, 15e épisode du Street Scout Podcast, que tu sois de Granby, Mirabel ou de Mascouche. Nous te saluons et te remercions d'être avec nous encore une fois ce soir. Comme à l'habitude, je suis avec ma tendre moitié, Alexandre Brabant. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, mon homme? Ça va super bien, merci. On a pris une petite pause de podcast la semaine passée. On s'est bien ennuyé parce qu'on était dans les visionnements là, sans arrêt du championnat mondial U18 là, qui s'est conclu en fin de semaine. Là, je ne me rappelle plus, dimanche, je crois. On est, dimanche. Par une belle victoire canadienne, 6-4 en grande finale contre l'ogre américain. Hein, les États-Unis qui alignent toujours une formation sans faille à ce tournoi-là. C'est comme la conclusion là, du U17, du U18. Là, ça fait 2 ans que ces joueurs-là jouent ensemble. Donc, le championnat U18 là, favorise toujours grandement les États-Unis. Donc, la victoire canadienne était une très grande surprise. Est-ce qu'on parle de toutes si on revient un peu sur la finale, là, Canada-États-Unis, ça a été un match assez exceptionnel. J'ai envie de te lancer une question en partant, Brabant. Yes. On a vu un espoir qu'on a parlé beaucoup dans les derniers épisodes. Dans nos 14 premiers épisodes. Trevor Connolly, qu'on a parlé à quelques reprises, est allé faire un plaquage sournois en troisième période qui lui a valu une expulsion de partie et un 5 minutes de punition que le Canada a profité pour marquer 3 buts en route vers la victoire. Bref, ma première question est la suivante. Est-ce que ça méritait, selon toi, un 5 minutes et une expulsion de partie pour Trevor Connolly? Je te dirais que c'est quand même dur à déterminer. On s'en est parlé beaucoup en dehors en coulisses, dans le fond. Comme tu disais, je pense que ça serait en Amérique du Nord, ça aurait été différent. Moi, je pense que ces 4-5 coups enjambés vers le joueur, moi, je pense qu'il cherchait quand même. Peut-être pas il visait à la tête, mais il cherchait le hit qui faisait mal. J'ai rechecké justement la séquence tantôt. Puis, tu sais, j'ai analysé justement le 1 minute, on va dire comment ça s'est passé. Dans le 1 minute, je l'ai vu. Il s'est fait mal, une mise en échec qui l'a comme tanné un petit peu, répliqué avec un coup de bâton. 30 secondes plus tard, il fait son hit. Fait que, je ne sais pas s'il était comme, genre, on va dire, en colère un petit peu, puis il était se venger. Mais ce que je sais, c'est que ça a fait mal aux États-Unis. Je ne sais pas si s'en est encore remis en ce moment, là, mais... Puis ce qui est exceptionnel un peu dans cette histoire-là, c'est que, bon, les États-Unis, l'équipe qui aligne à ce tournoi-là, mais c'est le programme américain. Là, c'est la même équipe qui sont ensemble depuis 2 ans. Donc, quand ils arrivent, mais ils ne sont pas obligés d'aligner toute la même équipe au tournoi. Fait qu'en début de tournoi, ils ont décidé d'ajouter Trevor Connolly, qui était un ajout là, quand même de taille. Là. Trevor Connolly, on y enlève aucunement ses qualités offensives, mais Trevor Connolly arrive dans ce groupe-là. J'allais dire qu'il ne connaît pas personne, mais tu sais, pas nécessairement, mais il arrive dans ce groupe-là un peu par la porte en arrière, puis il va mettre l'équipe qui travaille depuis 2 ans pour remporter cette médaille d'or-là, va mettre l'équipe dans le pétrin. C'est ça, c'est capotant en tabarouette. Mais j'essaie de trouver là, rapidement la séquence. La séquence, j'aimerais ça qu'on la regarde ensemble. Mais moi, je pense,
bon, c'est du hockey international. Selon les standards du hockey international, ce n'est pas un mauvais call. Je pense que c'est un 5 minutes. Puis un 5 minutes égale expulsion de partie. Mais c'est plus... Pour moi, c'est plus le fait que c'était pas nécessaire. Un peu comme Memo, il disait, là, c'était vraiment un hit inutile. Ça, je suis tellement d'accord avec ça. Là. À ce moment-là, c'était 3-2. Malgré le score serré, là, les États-Unis étaient en contrôle total du match. Il y avait vraiment aucun stress. Fait que d'aller faire ce hit inutile-là, c'était en zone offensive de mémoire en plus pour Trevor Connolly. C'était vraiment pas. Sa meilleure. Ouais, d'après moi, il n'a pas fait ses maths 4,36, lui. Là, c'était aussi un problème qu'on y reprochait déjà depuis le début de la saison, son attitude. C'est vraiment un gars. Il a l'air d'un joueur impulsif qui a de la misère à se contrôler souvent, genre un genre de petit bébé lalant, on va dire. Puis durant tout le tournoi, je le voyais qui avait tout le temps de l'air à chercher la grosse mise en échec. Il arrivait full speed. Et souvent, il ratait le joueur, mais s'il l'aurait pogné comme du monde, ça aurait pu vraiment faire mal. À l'occasion, c'est ça, je me disais, Chris, on dirait qu'il cherche vraiment le gros hit. Il a eu le gros hit, mais il a coûté cher le gros hit. Fait que c'est dur à comprendre un petit peu. Puis, mais comme tu disais, ils ont 17 ans. Ouais. Ça arrive des erreurs, ça coûte cher, par exemple. Il va se faire repêcher NHL pareil. C'est clairement pas le problème, c'est juste que ça va-tu le hanter un petit peu, peut-être. Est-ce que ça va affecter son rang de repêchage, tu penses? Est-ce que ça va affecter son rang sur ta liste? C'est dur à dire parce qu'en tant que tel, il y a eu un bon tournoi. Il s'est introduit dans une équipe qui jouait déjà ensemble depuis tout le début de la saison. Il s'est introduit, puis c'était pas. Il a leadé son trio parfaitement, puis il s'est fait mettre avec 2 joueurs pas mal moins bons, on va se le dire. Peut-être de 1 ou 2 rangs, mais je te dirais que ça va-tu jouer à cause de son hit? Peut-être pas. Mais pas la grosse affaire. Moi non plus, je pense pas sur ma liste. Mais c'est dur à dire parce que ma liste n'est pas complète. Là. Ouais. Mais s'il sort du top 20, là, je pense que, en tout cas, ça peut être un choix judicieux quand même, je pense. Est-ce que tu vois à ton écran le partage? Yes, mais juste dire que ça va le Snake qui ne doit pas trouver ben drôle. Non, on parle plus du Snake sur le podcast. Ouais, pour les gens qui sont en audio, là, je suis en train de partager là, la séquence de Trevor Connolly, du hit de Trevor Connolly. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais là, j'essaie juste de cibler Connolly. Connolly, c'est au bas de l'écran, ouais. Au bas de l'écran. Mais en haut, ouais. Ouais. Là, vous voyez, là. Puis, tu sais, il reste 10 minutes 39. Tu mènes par un but. Tu es dans zone offensive. C'est 31-18 au chapitre des tirs. Les États-Unis sont en contrôle total du match. Puis, tu sais, c'est ça. Bang. Oh. Les 4 enjambés, là, il le voyait déjà, puis tu le savais déjà qu'il allait aller le chercher. Check. Ouais. Check les là. Check, tu le sais. Il y a le bâton dans les airs. Check ça. Pong. Tu le savais qu'il y allait. Là. C'était clair. Hein. Est-ce que. Mais ouais. Son coup ne lève pas tant que ça, par exemple. C'est qui? C'est-tu Richie qui s'est fait. Ouais, c'est Richie. Oui, bon. Il avait la tête basse un petit peu, par exemple. Mais tu sais, t'as-tu vraiment besoin? Comme tu dis, tu sais, et Richie, il sort de la zone, t'as quand même le défenseur qui était là. Ah ouais, il n'y avait pas. C'était inutile. Je suis d'accord, c'était inutile. C'est un peu ça qu'on critique à Trevor Connolly parce que ses attitudes. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment la lecture de la game. Là, pas la lecture du jeu, mais la lecture de la game. Où est-ce que t'en es, tu sais? On n'avait pas besoin de ça. T'es dans zone offensive, ton équipe est en contrôle du match, ça doit faire 20 fois, je le dis, mais tu sais, c'est ça qui est capotant dans cette histoire-là. Ouais. Puis tu vas mettre... le vent a tourné en 5 minutes, ça a été terminé. Ouais. Oh, c'est fou, là. Tu te dis pendant 40 minutes, 5 minutes, c'est terminé.
Moi, je suis. Puis, on est d'accord sur le geste de Connolly, mais un gros chou au désavantage numérique américain là, qui a complètement été incapable de maîtriser l'avantage numérique du Canada. C'était. Tu sais. Fait que oui, Connolly, c'est pas fort, mon chum, là, mais le désavantage numérique américain, c'était pas fort non plus. Là. C'est surtout quand ta ligne, selon moi, la meilleure année des joueurs défensifs des États-Unis. Il y en a une panoplie, Stiga, Ben-Aric, Zimmer, Hagen, c'est tous des joueurs qui excellent quand même défensivement. Il y avait aligné même des défenseurs comme Emery, Whipple, puis Scahan, qui est des défenseurs très défensifs. Ouais. Ça n'a pas fait le travail pendu. Fait que oui, c'est ça, Connelly, il y a une grosse erreur, mais il aurait pu au moins en accorder juste un, puis ça aurait fait la job. Là. Ouais, mais à 1, ça aurait été 3-3, mais en tout cas, puis les États-Unis étaient quand même en contrôle du match. Le Memo, il dit qu'il voyait venir pour le Canada parce que le Canada avait quand même un bon début de troisième période. Ça, je suis d'accord. Mais il y a raison aussi sur le fait que ta meilleure arme en piqué, c'est ton goaler, puis le goaler. Ouais. On en parle-tu de Carter George, hein? Tabarouette, hein? Le save qu'il a fait sur Hagens, là, un moment donné, là. Sorti à mi-temps, je pense. C'est-tu celui-là? Non, mais genre son bâton, là. Ah. Caroline, j'ai le goût d'aller vous le trouver. Si c'était malade. C'était trop malade, ça il a sorti à mi-temps, il allé la chercher. Ah, il a été solide pour de vrai. Ça, moi, il va monter sur beaucoup de listes d'équipes. Ouais, là, c'est dur. C'est ça. Moi, les goalers, je suis tout le temps un peu embêté, là, mais c'est. Je ne verrais pas pourquoi ça ne serait pas le premier gardien là, repêché. Ça l'était comme déjà avant le tournoi, puis il a connu un excellent tournoi. Fait que c'est comme. Ça l'amplifie un peu son rang, je pense. Non, 100%. Je veux juste aller chercher le save. Ouais, j'aimerais ça le trouver. Rapidement. Mais si tu veux, tu peux le chercher en même temps parce que moi, il va faire partie de mes 10. Fait que tu peux le passer, mais que je parle de lui, mettons. Non, moi, il n'est pas dans mes 10. Et... Ouais, je sais pas si c'est. Mais tout un joueur de hockey, Alliance. Puis en plus, Carter George, il a super bien gaulé aussi en demi-finale contre la Suède. Un Canada qui avait parti très fort là, en prenant les devants 4-0 en première période. Puis petit à petit, la Suède a remonté la pente. Mais bon, on a résisté à la toute fin. Là. Puis, tu sais, la Suède. Vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. La Suède avait, il commençait justement à dominer au lancer en troisième période. Après, il lancé. Là. Puis, George, il n'a accordé, mais c'était pas des buts qui étaient des retours de lancer. Un bon nez, tu peux pas. C'est inévitable que ça va rentrer. Là. Fait, ça aurait été n'importe qui. Mais il a fait les gros arrêts au bon moment. Puis, il a super bien gaulé. Hein. Si on lâche un peu la finale, puis on discute un peu des équipes en général là, avant d'aller plus dans les joueurs précis, à quel point tu trouves que Alexander Zetterberg a manqué à la Suède là, en ronde des médailles? Là, lui qui a raté la demi-finale puis la finale de la médaille de bronze. Là. C'était quand même une grosse perte là, pour les Suédois. Là. On le voyait, sa patinoire. Ben, je te dirais que, comme on s'en est encore parlé justement avant le podcast, moi, personnellement, j'ai trouvé que l'attaque était invisible sans l'apport offensif puis l'apport en général de Zetterberg. Ça, moi, c'est lui qui apportait une bouffée d'air frais en attaque. Il dirigeait tout. Puis, c'est un peu ce que j'ai reproché durant le tournoi à Fenstrom puis Pettersson, qui ne se sont pas présentés à tous les matchs. Ouais. Au moins, ils se sont vus un petit peu en demi-finale, par exemple. Là. Mais ça a été le seul match qu'on les a vus. Sinon, encore de finale, là, Zetterberg, il n'était pas là. Puis Pettersson puis Fenstrom, c'était assez tranquille. Non, pour de vrai, ça a démontré que c'était vraiment lui le leader offensif de l'équipe. Puis, si c'est pas sa petite taille, on va en parler à toutes les fois, là, mais si c'est pas son petit gabarit, ça serait un très bon pic. Non, c'est ça. Puis on en parlait un peu.
dans les derniers podcasts que je réfléchissais à la possibilité de mettre Zetterberg sur ma Hartford list parce qu'il est tellement minuscule, ça n'a pas de bon sens. Mais effectivement, ça a été le meilleur joueur ça a été le meilleur joueur de la Suède, je pense, en général. Ouais, Tu l'as bien dit, c'était le leader offensif. Pedersen, il marchait vraiment par séquence. Là. Ouais, le Memo vient de poser une question intéressante. Pedersen marchait vraiment par séquence dans le sens que tu le voyais pas pendant le match, mais il pouvait finir avec un but de passe. Il y avait une séquence qui faisait un beau jeu, il allait marquer un but ou bien il allait construire une occasion de marquer qui se résultait en but. Ouais. Fernstrom, plus rough. Correct, mais correct. Lui qui m'a bien surpris, c'était Eriksson. Eriksson, j'ai trouvé qu'il a eu un bon tournoi. Linus Eriksson, ouais. Bon tir du poignet et scoré des gros buts. J'ai trouvé qu'Alphonse Frey était tranquille. Offensivement, il n'a pas apporté l'apport offensif que je m'attendais de lui. Défensivement, ça a été un peu plus dur. Wallin Salinius a fait un bon tournoi. Il a joué des grosses minutes, mais il n'a pas apporté son lot d'offensif non plus, mais défensivement, il était impeccable. Mais moi qui nous demande si selon nous, le tournoi semblait plus faible qu'à l'habitude, c'est tellement. Mais moi, là, puis je suis un gros fan là, d'hockey international. Là, tous les tournois, je les écoute religieusement. Puis la Russie nous manque quand même. T'sais, la Russie, là. Ça fait un trou dans un groupe. Tu sais, c'est ça. Fais juste enlever le Kazakhstan, mais la Russie, là, ça t'ajoute 3 games plus serrés. Tu sais, la ronde préliminaire, là, c'était juste épouvantable, là, à quel point c'était des massacres. La Finlande, c'était une petite édition finlandaise quand même. La Suède, en tout cas, j'ai même le goût de te dire que les États-Unis ont aligné des bien meilleures formations que ça dans le passé au tournoi. Là. Bon, mais c'était quand même une grosse équipe. Là. Mais la Suède, c'était une plus petite édition aussi. Le Canada, c'était une meilleure édition. Mais on s'ennuie de la Russie. Ouais. C'est parce que, tu sais, puis je vais faire un parallèle avec le U20, là, parce que je suis davantage le U20 que le U18, mais ça touche le U18 quand même. Prenons par exemple Canada, États-Unis, Finlande, Suède. Là, cette année, avec le U20, tu pourrais me dire la Tchéquie dans les dernières années. Là. Mais en temps normal, c'était pas mal ces 5 nations-là. Puis, tu ajoutais la Russie avec la Tchéquie, ça fait que tu avais 6 équipes. Fait que là, tu avais 2 solides quarts de finale parce que tu avais des formations dans ce groupe de 6-là qui s'affrontaient en quart de finale. Comme là, quand tu pognes une édition où la Tchéquie est moins forte, la Russie n'est pas là, mais puis là, c'est ça. Ça n'a pas arrivé cette année parce que le Canada a pogné la Tchéquie en quart de finale puis ils ont perdu. Là. Mais en temps normal, tu as comme les 4 grosses nations qui ont une balade dans le parc jusqu'en demi-finale. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tu sais, dans le U18, puis je vais terminer en disant ça avant de te passer la parole. Là. Le U18, c'était ça cette année. Tu avais Finlande, Suède, Canada, États-Unis. La Tchéquie était moins forte. La Slovaquie, ils ont fait ils ont joué un gros match en quart de finale là, pour aller en demi-finale, là, mais c'était faible. On en reparlera tantôt. Là. Mais puis je me rappelle l'édition au Texas, quand la Russie était là, avec Mishkov, puis le Canada avait Bédard, puis tu avais les États-Unis, puis tu avais la Suède avec Edvinsson. Ouais. Hey, ça, c'était un tournoi. Là. Ah, c'est clair. Mais tu sais, même les moyennes nations comme la Slovaquie puis la Tchéquie cette année, tu sais, la Tchéquie sont allés battre la Suède en ronde préliminaire, mais la Tchéquie sont allés perdre contre le Kazakhstan. La Lettonie a battu la Slovaquie. Moi, je trouve qu'il y avait les équipes étaient plus faibles, mais on dirait qu'il y avait plus de parité entre les petites nations. Bon point. C'est ce que j'ai remarqué, en fait. Non, bon point. Puis c'est vrai que ça crée des bons matchs. Non, t'as raison. C'est le Kazakhstan 4-3 contre la Tchéquie. T'as raison. La Tchéquie va battre la Suède. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait plus de parité avec les petites nations. Là, sans dire que la Suède, c'est une petite nation, mais elle était plus. Comme Memo dit, je pense que l'édition était comme plus faible aussi overall. Le Canada, ils se sont alignés à une équipe beaucoup plus jeune que ce qui aurait pu s'aligner. On ne s'attendait clairement pas à une finale en partant. Ils ont aligné genre 6 2025 puis 1 2026. Tu te dis, ils vont là pour justement l'expérience, puis peut-être. Puis finalement,
Ils se sont Ouais. rendus à médaille d'or. Non, mais ça a été, tu sais, le Canada, là, ils vont être dans ce tournoi-là, sont bons quand ils ont. Tu sais, là, tu parlais du 2026, mais le 2026, là, tu sais, c'est un joueur générationnel, là, on s'entend. Clairement. Non, mais c'est ça. Mais c'est lui qui les a fait gagner, là. Mais je pense que la Suède, la Finlande, c'était moins fort qu'à l'habitude. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'un peut-être. Moi, je trouvais que les gardiens étaient moins forts qu'à l'habitude. J'ai trouvé que les gardiens étaient vraiment. Tiens, mettons, il y a Milota. Milota, j'ai trouvé bon. Ouais, C'est lui, la Tchéquie. Lui, j'ai trouvé bon. Carter George, évidemment. Mais tu sais, lui, la Finlande, il n'était pas capable d'arrêter fuck all. Lui, la Suède, je n'ai pas trouvé terrible non plus. Non, il était bien ordinaire aussi, c'est vrai. C'est vrai, les gardiens, je les ai trouvés vraiment moyens. Tu sais, lui, des States, là, comme Memo il dit, les 3 buts en piqué. Tu t'en laisses rentrer un, c'est correct. 3, de la misère un petit peu. C'est sûr que le shot de Ginla était solide. Le but sur réception de McKenna était solide. Puis tu as les grinders à Baudouin à la 19. Fait que tu sais, c'est comme pas facile non plus, mais j'ai trouvé vraiment que l'édition de gardien était difficile. Non, c'est vrai. T'as bien raison. Tu sais, je me rappelle de Hugo Avlid avec la Suède qui avait tiré un tabarouette de tournoi. C'était complètement fou. Là. Non, on dirait que les gardiens étaient moins bons et tout. Là. Comment tu as trouvé la Suisse? Je les ai trouvés quand même décevants. Je te dirais que quand Reber s'est fait suspendre un match, là, on a vu vraiment que la Suisse était invisible sans Jeremy Reber. Mowgli s'est blessé, ouais. Mowgli s'est blessé. Non, ça a été quand même vraiment difficile. Je pense que Gia Mayer. Ouais, le défenseur. Ouais, il y a lui qui s'est levé un petit peu, qui a fait un bon tournoi, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça a vraiment été un tournoi difficile pour la Suisse. Ouais, moi, j'ai bien aimé là, Loris Way, le petit attaquant suisse, là, extrêmement intense, il joue nord-sud, s'en va dans les coins de patinoire, même s'il est tout petit. Il n'est pas classé là, par la centrale de recrutement nationale, mais est admissible au prochain repêchage. Voyons voir la suite des choses. OK, mais je te parlerai pas de tous les pays. Là. Je te parlerai pas du Kazakhstan. Là. Je te ferai pas chier. Là. Hein? Tu me dises ton top 3 du Kazakhstan. Moi, j'ai bien aimé. Top 3 du Kazakhstan, pour de vrai, ça aurait été Alibek. Alibek, j'ai bien aimé. Sarkanov. Puis le troisième, j'aurais la misère, par exemple. Mais ces deux-là, je les ai trouvés bons en général. Alibek, man, il y avait un Christy de bon tir du poignet. Mais on n'en parlera pas plus que ça. Mais j'ai bien aimé le jeu du défenseur letton, Uljumankis, qui est bon. C'était vraiment le général letton. Là. Les lettons là, sont tout le temps durs à battre. Oui, des fois, ils mangent des volets. Là. Il travaille jusqu'au bout. Il travaille jusqu'au bout. Il était vraiment... j'allais dire, ils ont vraiment été impressionnants. Mais ils se sont bien battus. Voilà, on va le dire comme ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. La ronde préliminaire s'est conclue avec un match de relégation entre la Norvège et le Kazakhstan. Justement, la Norvège l'a emporté en tir de barrage 6-5. Donc, le Kazakhstan sera remplacé par l'Allemagne qui fait un retour dans le groupe mondial l'année prochaine. Tournoi qui aura lieu aux États-Unis. Dans une ville qui est inconnue encore. Donc, on va se lever. L'année prochaine, on va se lever un petit peu plus tard pour écouter le U18. Mais j'ai bien aimé ça, le U18, mais c'est bien correct qu'il soit fini. J'avais hâte de retrouver un peu là, les autres espoirs admissibles au repêchage. Puis là, on est vraiment dans un sprint final. On veut vous fournir un potentiel top 100. Hein? Un top 100 de Brabant, un top 100 de moi-même pour la mi-juin. Puis, ça veut dire qu'il va y avoir... du scouting en chien. Il va y avoir du scouting à faire pas mal dans les prochains jours. On essaie de... j'allais parler de notre stratégie de scouting, si c'est pas nécessaire, là. Mais dans les prochains... ça se peut qu'on skip des semaines de podcasts, mais parce qu'il faut faire des visionnements tabarouettes, là, mon prêt, on réfléchira. On fera des chiffres by chiffre, puis on les mettra sur notre Patreon, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais ouais, on veut un top 100. Puis j'aimerais ça qu'on fasse genre un épisode 100 à 80. Tu sais, rien que pour teaser le monde, là,
Puis à la fin, on serait close intéressant. avec un top 32. Mais voilà, ça fait que là, dans la dernière semaine, on a. En tout cas, moi, de mon côté, je pense que toi, tu as closé ton U18 là, plus cette semaine. Là. Ouais, moi j'ai closé. En fait, j'ai écouté la finale tantôt. OK. Mais Mais ouais, c'est ça. de mon côté, là, je suis retourné voir du Caden Lidstrom cette semaine, ça fait du bien. Des bons matchs de Caden Lidstrom là, au mois de décembre, au mois de novembre, lorsqu'il était en santé. Parce que mes derniers visionnements de Lidstrom étaient dans ses séries. Et visiblement, il a joué blessé parce qu'il ne s'est même pas présenté au Canada au U18. Là. Fait que, puis j'avais vraiment trouvé ces matchs difficiles en série. Ça m'avait amené beaucoup de points d'interrogation en tête, mais je suis retourné voir des bons vieux matchs de Caden Lidstrom où ce qui dominait là, par sa stature, par sa vitesse, par son lancer. Bon, ça m'a juste bien aidé dans mon évaluation finale de sa part. J'ai écouté Artyom Levchunov, un défenseur biélorusse qui est, ma foi, phénoménal, hein, qui est pour moi le meilleur défenseur de cet camp-là. Un Ziv Bouyoum. Hein? J'ai regardé toutes les rencontres du Frozen Four de Ziv Bouyoum. Il y a une. Ouais. En fait, c'est. Le Frozen Four, c'est comme le carré d'as final, là, la demi-finale puis le finale, mais pour se rendre au Frozen Four, tu as comme 2 rondes auparavant. Là, c'est selon ta région, ça a un nom. Là. Puis le premier match, dans le fond, le premier match de 4, là, qui ont amené les Pioneers de Denver en finale. L'équipe de Bouyoum, c'est Denver. Puis elle jouait contre l'Université du Massachusetts, UMass. La rencontre s'est décidée en 2e prolongation. Le but final s'est marqué à la 92e minute. Puis Ziv Bouyoum a joué 48 minutes. Ça, c'est malade mental. Complètement débile. C'était fou. Puis ça, en tout cas, ça, on reparlera, là, mais c'est juste, j'ai bien aimé mes visionnements. Mais ce qui est intéressant de Bouyoum, c'est que je l'avais vu au U20, dans la dernière période des fêtes. Puis je voyais un beau défenseur offensif. Là. Il me faisait penser un peu à Lane Hudson, de la manière qu'il dansait sa ligne bleue adverse. La manière qu'il apportait une offensive, j'aimais son lancer. Là, Denver, là, visiblement, Bouyoum jouait très bien dans le système de jeu de Denver. Écoute, c'était un jeu hermétique défensivement. Là. C'était pas du... Moi, j'aime ce genre de hockey-là parce que j'aime le jeu défensif. Là. Mais ils ont gagné 2-1 contre UMass, 2-1 contre Cornell. Ils ont gagné 2-1 contre BU en demi-finale, puis ils ont gagné 2-0 contre BC en finale. C'est vraiment, là, ils fermaient le jeu, là. C'était malade. Puis dans ces rencontres-là, mais Bouyoum, il était tellement solide défensivement, ne se portait pas beaucoup en attaque, ciblait vraiment ses bonnes occasions de le faire. Puis quand il le faisait très bien, mais j'ai vraiment vu un défenseur défensif extrêmement fiable. Fait là, ça... Mais, c'est un défenseur qui peut être très complet. Puis, la défensive de Denver là, était assez incroyable. Tu as Ziv Bouyoum, tu as son frère Shea Bouyoum, puis tu avais Shane. C'est malade. Là. Ouais. Sean Barron, qui a gagné là, le meilleur défenseur défensif là, dans sa section. Bref, là. Ouais. C'est une défensive là, incroyable. Memo qui nous demande si pensez-vous que Lidstrom sera dispo 5e au choix du Canadien de Montréal? Moi, je pense que oui. Je le sais pas. Peut-être. Moi, je pense que sur ma liste, Lidstrom va être disponible au 5e rang. Là. Je pense pas que je vais avoir Lidstrom dans mon top 5. Voilà. Mais moi, je prie. Je suis quand même un fan du Canadien. Je prie pour que le Canadien repêche T.J. Ginla. En fait, je prie pour que Ginla soit disponible au 5e rang. Et si Ken Hughes passe par-dessus T.J. Ginla, mais je crie au retour de Marc Bergevin. Donc voilà, c'est un peu... T'avais-tu quelque chose à rajouter? Là? Je suis comme parti en peur sur mes visionnements de la semaine. Ouais, je t'ai laissé partir. T'avais l'air à vouloir nous faire part de tes observations. Ouais!
Non, ça m'a fait du bien de voir d'autres joueurs. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je pourrais vous parler de l'Efchuna en long et en large, mais on fera ça pour une autre occasion. L'objectif du podcast, épisode numéro 15 que vous écoutez en ce moment, mais c'est justement de boucler la boucle là, sur le U18. Il y a beaucoup d'espoir là, admissible au prochain repêchage qui était dans ce tournoi-là. Les visionnements là, nous donnaient mal à la tête là, tellement qu'on avait des joueurs à surveiller. Donc, pour conclure le tout, pour conclure cette belle victoire canadienne, on va... Brabant a fait sa liste de son côté. J'ai fait de la liste de mon côté. Top 10 de nos coups de cœur individuels là, parmi les joueurs / gardiens. Un top 10 de nos coups de cœur, puis un top 10 de nos déceptions. Fait qu'on va... Vu qu'on va, pour bien finir le podcast, on va terminer avec nos déceptions. Puis on va commencer avec nos coups de cœur. Fait qu'on s'est fait un top 10 chacun. Fait que moi, Brabant, ce que je t'invite à faire, c'est on va commencer par dire notre 10e. Fait que, dans le fond, t'es mis en ordre. Moi, je les ai pas mis en ordre. Mais c'est pas grave, ça va être facile à faire quand même. Ah, ben, si tu veux, je peux commencer. Tu peux réfléchir dans ta tête en ordre. Puis si c'est pas en ordre, mon chum, c'est pas grave. Non, c'est bien correct. Je vais être assez à l'aise. Ouais. C'est ça, ça va être 1 à 10. Le premier, c'est mon plus grand coup de cœur. Coup de cœur... on risque d'avoir le même, mais c'est bien grave. Ouais, c'est ça, là. On s'entend, là. Hein, on les a vus jouer, les États-Unis et le Canada. Fait que je commencerai par le 10e. Je vais juste fermer mon son de mon téléphone cellulaire. Mon 10e coup de cœur, moi, de mon côté, mais j'ai nommé le défenseur finlandais Mitja Jokinen. Mitja Jokinen, bon, si vous m'avez un peu suivi là, sur notre page Facebook, Street Scout, oui. On dirait que j'avais une patate chaude dans la gueule. C'est le défenseur qui accompagne Cole Hudson sur mon équipe d'étoiles. Quand on regardait la Finlande en début de tournoi, mais on voyait beaucoup Constant Elenius, Emile Hemming, à la défensive, Aaron Kiviariou. Tu nous avais parlé de Daniel Nieminen qui t'aimait beaucoup. Mais Mitja Jokinen, c'est un défenseur qui a fait écarquiller bien des yeux dans ce tournoi-là. Il n'est pas un grand défenseur. Là, on parle d'un genre de 5 à 10, 160 livres. Ça me déçoit un peu son gabarit, mais de la manière qu'il se déplaçait sur la patinoire, de la manière qu'il apportait une dimension offensive, je l'ai trouvé meilleur offensivement qu'Iviario. Je l'ai trouvé plus... Ouais, j'ai trouvé que c'était un facteur plus dangereux offensivement. Ouais, déterminant que Kiviario. Puis j'enlève rien à Kiviario. Il y a eu un tournoi honnête. Mais Jokinen a vraiment sorti un peu de nulle part. Puis il est extrêmement rapide. Défensivement, il était extrêmement impliqué aussi. C'est juste de valeur que c'est vraiment pas le plus fort physiquement. Mais j'ai vraiment aimé son jeu dans les 3 zones. Puis tant que je cherchais l'identité de mon 2e défenseur sur l'équipe d'étoiles, j'ai réfléchi de long en large, mais j'aurais peut-être pu mettre Salin Wallenius, là, mais il y a beaucoup de défenseurs qui m'ont déçu dans ce tournoi-là. Puis c'est Jokinen qui en a profité pour se hisser. Pour se hisser, pour prendre le spot sur mon équipe d'étoiles. Tu sais, c'est tellement... c'est tellement privilégié sur l'équipe d'étoiles de Brass, de Street Scout quand même. Mais j'ai vraiment aimé son jeu dans les 3 zones, sa rapidité, sa vision du jeu, son implication dans le jeu, dans toutes les sphères de la game. Mais il n'est pas gros. Ça, j'en conviens, il n'est pas gros. Mais voilà. Ça va être mon 10e, Mitja Jokinen de la Finlande. Pour le tien. Moi, mon 10e, c'est Adam Binak de la Tchécoslovaquie. Un peu comme on dirait justement que tu parlais de Adam Binak. Petit attaquant rapide. Ça a été le meilleur joueur de la Tchéquie. Un autre, moi, je l'ai trouvé vraiment très bon dans les 3 zones. Il s'appliquait vraiment défensivement. Il faisait vraiment des replis
vraiment rapide. Je l'ai vu tirer des rondelles très souvent. Ça a fini le meilleur pointeur des Tchèques. C'est lui qui a apporté le plus d'offensives, qui a alimenté le plus ses coéquipiers. Je l'ai vu s'impliquer dans des batailles à 1 contre 1. Je l'ai vu dans l'ensemble du match, pour de vrai. C'est vraiment lui qui ressortait le plus pour la faible Tchéquie, en fait, parce que j'ai trouvé qu'ils n'ont pas aligné une grosse formation, puis ils réussissaient à se démarquer quand même vraiment très bien au travers. Puis c'est comme Memo il dit, c'est un 2025 en plus. Fait que c'est ça, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait encore un bon tournoi, puis il continue de m'impressionner à chaque fois que je le vois jouer. Ouais, Binac, on l'avait vu jouer au Linka Gretzky en début de saison. Là. Effectivement, moi, c'est sa rapidité d'exécution et c'est quelque chose. Là. Il n'a pas amassé beaucoup de points dans ce tournoi-là, mais c'est ça, la Tchéquie n'a pas connu un très gros tournoi. Mais non, effectivement, là, c'était le meilleur joueur de son équipe. La Tchéquie qui a beaucoup de déception envers cette nation-là. Thomas, moi, je me rappelle en début de tournoi, puis là, ça ne me mettra pas en valeur, ça, mais j'avais dit que Galvas était meilleur qu'Hudson. C'est ça. On va arrêter ça là. C'est pas un tournoi qui fait foi de tout, là, mais Galvas a connu un mauvais tournoi, puis Hudson a connu un excellent tournoi. Mais voilà, effectivement, Binac, là, le meilleur joueur de la Tchéquie, là, est de loin, je crois. Est-ce que tu veux y aller avec ton 9e ou tu veux que j'y aille? Je pourrais y aller avec mon 9e. Je vais y aller avec... je te dirais que je vais y aller avec Carter George comme 9e. Je pourrais pas en parler tant que ça parce que moi, les gardiens, je connais pas vraiment ça. Mais ce que j'ai pu remarquer en général, c'est qu'il faisait les gros arrêts. Il avait de l'air en confiance devant son filet. Puis je pense que ça a rendu ses défenseurs plus calmes. En général, c'est ça. Oui, il a accordé, dans un championnat de même, c'est rare que les matchs finissent 1-0. On va se le dire. Il y a beaucoup de buts qui sont accordés, mais je te dirais qu'en général, quand c'était le temps de se lever puis de faire les arrêts clés, il les faisait. Puis c'est pour ça que je le rentre dans mon top 10. Non, mais c'est une bonne sélection, je pense. Faites juste regarder son match en finale, puis vous allez tout comprendre. Là. Tantôt, on parlait là, de l'avantage numérique canadien qui a inscrit 3 buts sur le 5 minutes en avantage numérique en 3e période. Mais si ce n'était pas de Carter George dans les 2 premiers engagements... Là, c'est ça, ça aurait été différent. Yes. C'était terminato, là, ce match-là. C'était terminato. Là, puis on donnait la médaille d'or aux États-Unis immédiatement. Il a vraiment gaulé un match phénoménal. Fait que bon choix. Moi, de mon côté, numéro 9 de mes coups de cœur, c'est un attaquant de la Suède et j'ai nommé Victor Eklund. Victor Eklund, qui est un attaquant admissible au repêchage de 2025. De mémoire, là, c'est il est quand même assez vieux, là. Je pense qu'il est né en octobre, là. 3 octobre. Donc, il est quand même relativement prêt d'être admissible au repêchage cette année. Petit attaquant, mais vraiment, là, sa rapidité d'exécution, sa rapidité en ligne droite était phénoménale. Quand on regardait la Suède, on attendait beaucoup de Pedersen, on a parlé tantôt. Là. Pedersen, Fernström, Eriksson. Eriksson a été excellent, by the way. Ouais. Mais je pense que l'attaquant qui apportait le plus d'offensive, le plus d'occasions de marquer, c'était Victor Eklund pour moi. Malgré sa petite taille, son petit gabarit plutôt, allait se mettre le nez devant le filet adverse. On le voyait, offensivement, on le voyait dans pas mal partout. Alimente très bien ses coéquipiers. Là. Moi, ce n'est pas un joueur que je connaissais beaucoup, mais je l'ai adoré à ce tournoi-là. Là. C'est un des rares joueurs que j'ai aimé là, en Suède. Là. J'ai eu beaucoup de déceptions suédoises. Là. En début de tournoi, on disait que la Suède était comme Luck, médaille d'argent. Ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup de déceptions, mais Victor Eklund, là, c'est vraiment quelqu'un. Tu sais, puis je me rappelle, là, dans les 2025, on parlait beaucoup de Wozniak. Ouais, Wozniak a été complètement
transparent. Puis ce qui n'est pas grave, là, ça ne fait pas de lui un mauvais joueur, mais c'est vraiment Eklund qui a pris la pole position là, de l'offensive suédoise. Donc voilà pour mon numéro 9. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je ne l'ai pas dans mon top 10, mais si j'aurais eu un Suédois, à part Zetterberg, en fait, s'il n'aurait pas été blessé, ça aurait été Zetterberg. Eklund, il a vraiment bien paru. Là. Ouais, c'est intéressant. Il a comme pris un peu Ouais, c'est vrai que Zetterberg, s'il avait joué la ronde des médailles, s'il n'avait pas été blessé, ça aurait été une autre histoire. Là. Mais parce que c'est vrai que Zetterberg apportait une offensive très intéressante à la Suède aussi. Là. Ouais, clairement. Mais j'ai trouvé Eklund meilleur que Pedersen, meilleur que Fernstrom. Ouais. Mais tu sais, on va se le dire, c'est comme ils ont apporté l'autre point, ça j'en conviens. Mais dans la game, c'était clairement pas eux autres qu'on voyait le plus sur la patinoire. Là. Comme tu dis, Eklund a fait moins de points, mais il a été plus important, je pense, à la Suède qu'un Peterson et qu'un Fenstrom dans le tournoi. Non, 100%. Puis c'est pas parce que, mettons, je veux juste être clair là-dessus, c'est pas parce que c'est un espoir de 2025 que nos attentes étaient plus basses envers lui. Là. C'est quand même un attaquant qui a joué en deuxième division suédoise cette année. Là. Ah, c'est il a joué des adultes. Là. C'est un excellent joueur. C'est ça. Il joue dans une grosse ligue en plus. Hein. Ouais, c'est juste qu'on ne s'attendait pas nécessairement à lui, là, mais le fait de le voir performer n'est pas nécessairement une surprise en soi. Là. Exact. On s'en va en prolongation à New York entre les Rangers et les je vais y aller avec mon 8e. Ça va être court parce que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a connu. Je retourne, je ne sais pas que je retourne, mais je m'en vais chez le Canada. Porter Mortone, le capitaine de la formation canadienne. Tu l'as comment, tu dis? J'ai 8e. Tabarnak. Ouais, je l'ai 8e. Ouais, peut-être. Il aurait peut-être pu être plus haut que ça, mais ça reste qu'il a connu un excellent tournoi. C'est plus... Tu sais, je me questionne encore à savoir à quel point sa production offensive a été gonflée par la présence de Gavin McKenna. Là. Ça, c'est un fait. Mais sa qualité, c'est vraiment sa compétence pour créer des jeux, construire des jeux de Porter Mortone est excellent. C'est vraiment sa qualité de passe, man. Il faisait des passes assez à faible pourcentage, souvent réussi. Je me rappelle un moment donné, là, il était à la ligne bleue adverse. McKenna, il a fait une passe, puis McKenna est parti sur le fly, puis Mortone, il l'a juste typé genre en arrière du défenseur adverse. Puis McKenna, c'était juste un petit type bien simple, mais tellement intelligent. Ouais. Ça, c'est Porter Mortone. Puis évidemment, McKenna, mais il a marqué un but. Puis j'aime son gabarit aussi. On parle d'un gars de 6 pieds 3. En ce moment, là, rapidement, c'est sûr que je n'ai pas énormément de visionnement 2025 de fait, là, mais Porter Mortone est classé numéro 2 derrière James Hagens. Ça va être un attaquant qui va jouer dans une nationale. C'est ça, je l'ai bien aimé. Mais en même temps, il y a tellement des joueurs canadiens que j'ai aimés, tellement des joueurs américains que j'ai aimés. En tout cas, bref, je ne voulais pas les mettre tout dans le top 5. Là. Mais voilà, Porter Mortone, un espoir de qualité, de très grande qualité pour l'encan 2025 de la Ligue nationale. Clairement, moi je l'ai un peu plus haut, je vais en parler tantôt, mais mon joueur de 2025, c'est Roger McQueen. Puis disons que Mortone, il m'a grandement impressionné contrairement à Roger McQueen. McQueen s'est blessé, là. Ouais, mais tu sais, son premier match, il a commencé sur le gros trio. Il se fait crisser des dehors après 5 minutes. Ça a mal paru en partant. Je pense pas qu'il y avait le il est pas mal plus lent. Là. Il y avait de la misère à suivre McKenna. Là. Le fit avec Mortone était meilleur. Ah, 100%. Ben oui, je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est ça. Mais non. Là, c'est le 8e. Ouais. Ah, le 8e et non le moins. Captain America. Brody Zimmer. Brody! Moi, c'est sans être le meilleur, c'est mon joueur que j'aime le plus du côté américain. Il fait tout très bien. Un excellent travailleur, puis il a continué son travail acharné. C'est pas le plus
skillé. Il n'a pas les mains à tout casser. Il a un très bon tir, par exemple, mais c'est son travail acharné tous ses buts qu'il fait, tous ses points, c'est jamais des affaires faciles. Il travaille tout le temps pour avoir ce qu'il veut, en fait. Ça a été la troisième roue du carrosse. Au début, on avait un Ben Arick avec Zimmer, Stiga. Ils ont mixé les cartes un peu. Ils ont amené Higgins avec Zimmer puis Stiga, puis ça a été le meilleur trio des États-Unis. Il a peut-être profité un peu de Higgins puis Stiga, mais je l'ai vu à l'occasion, les buts qu'il a marqués. Bonne place, bon moment, un petit type, il score. Ses passes, c'est des passes. Il n'y a rien de vraiment créatif. Il va safe, mais il joue très bien la game. Puis, il a amassé quoi? Il a amassé 12 points en 7 rencontres. Le deuxième meilleur pointeur des Américains. Non, pour de vrai, il a vraiment tiré un excellent tournoi. Moi, ce que j'aime de Brody Zimmer, là, c'est sa qualité à faire dévier des lancers. Moi, il me fait bien gros penser à Joe Pavelski, ce joueur-là. Ça va être une excellente carrière, ça. Ça serait pas pire. Hein? Ça serait pas pire. Mais c'est vraiment son travail acharné. C'est vraiment, son éthique de travail est excellente. Là. C'est ça. Fait que là, c'est encore à moi. Fait que là, je tombe avec mon septième. Yes. Mon septième, on va continuer avec les Américains. Je vais y aller avec mon seul défenseur de mon top 10. J'aurais pu le devancer un petit peu, mais septième, ça a fait mon affaire, c'est Cole Hudson. Je te dirais qu'il a sorti vraiment un très bon tournoi. Dans l'ensemble de tous ces matchs, ça a été le défenseur avec Hensler qui ont vraiment ressorti beaucoup. Je l'ai vu avec une touche un peu plus défensive, un peu plus pas confiant, mais un peu plus safe défensivement. Je trouvais qu'il anticipait bien les jeux, il interceptait des bonnes passes. Il ne faisait pas beaucoup d'erreurs défensives, ce que j'y reprochais un peu avant. Son apport offensif a été excellent. En finale, ça a été, selon moi, le meilleur joueur des États-Unis en finale. Non, pour de vrai, j'aime vraiment sa vision du jeu en zone offensive. Là. Des belles feintes. Je trouve, c'est ça. Je trouve quand même à l'aise offensivement. Tu parles beaucoup de Fibigère qui n'a rien à envier aux défenseurs du top 15. Ben, je peux entrer Cole Hudson. Avec ce tournoi, je peux l'entrer dans le fait qu'il n'y a rien à envier non plus. C'est sans être un défenseur top 15, il n'y a rien à envier de vraiment beaucoup aux défenseurs top 15. Ouais, moi, Hudson a été très bon. Je pense juste que pour moi, le seul match où tu peux vraiment évaluer les joueurs des États-Unis dans ce tournoi-là, c'est en finale contre le Canada. Ouais. Et il a été très bon. Fait que, il a vraiment tiré un gros match en finale. Là. Il a levé son jeu d'un cran. Ça a été le meilleur arrière des États-Unis là, et de loin. Non, moi je l'ai plus haut. Là. Mais ouais, non, très bon pick, Cole Hudson. De mon côté, septième, j'ai Konsta Helenius de la Finlande. C'est juste de valeur, lui. Au U20, au U18, il fait toute sa patinoire. C'est vraiment, là, offensivement, il y a la rondelle sur sa palette. Là, il y a toujours une occasion de marquer qui se crée. Mais comme au U20, au U18, là, dans la dernière semaine, il n'y avait pas beaucoup de finisseurs avec lui. À part peut-être genre Emile Hemming sur le power play, là. Mais parce que je sais pas, puis en plus, Helenius n'a pas marqué de but. Là. Je pense qu'il a fait peut-être 5-6 passes. Il a fait 7 passes en 6 games. 7 passes en 6 games, mais il est excellent. Là. Il a vraiment de la graine de pro, ce joueur-là. Ce joueur-là, tu le mettrais dans une nationale demain matin, là, puis il n'aurait pas l'air fou. Là. Il n'aurait vraiment pas l'air fou. Puis il a été là, sélectionné pour jouer avec la Finlande au championnat senior là, qui commence en fin de semaine. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Là. Je ne sais pas s'il va être dans mon top 5, mais s'il n'est pas dans mon top 5, là, s'il n'est pas dans mon top 5, il ne sera pas loin. Là, je lis juste ces mémos. Ouais, il s'attendait à une domination outrageuse de sa part. Ouais. Mais moi, il ne l'aime pas d'avance. Ça l'aide pas, ça. Ah, je ne sais pas. Mais non, mais en termes statistiques, là,
moi aussi, je m'aurais attendu à ce qu'il y ait une panoplie de points, beaucoup plus qu'en ce moment. Mais c'était un facteur. Ben, c'était l'auteur de toutes les occasions de marquer offensive de la Finlande. Là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. C'est juste qu'il n'y avait peut-être pas le finisseur là, avec lui. Puis malgré, il y a quand même un bon lancer, là, malgré tout. Là. Mais j'ai été. Au U20, là, c'était la même affaire. Au U20, là, puis moi, j'étais sur place à Göteborg, Brague. C'était la même affaire. Il a fini le tournoi avec 2-3 points. Mais il jouait des 20, des 22 minutes par match. C'était l'attaquant le plus utilisé de la Finlande. Il faisait toute sa glace, mais on n'avait pas de finisseur. Je sais. C'est une question. Puis sauf que, tu sais, comme tantôt, on s'en est parlé off-cam. Ils ont joué un premier match hors concours, la Finlande contre la Suède. 4-3, victoire de la Finlande, un but, une passe, Elenius. Fait que j'ai l'impression qu'Elenius, si tu le mets avec les bons joueurs, il va être capable de performer. Je le vois faire quand même beaucoup de points dans les nationales. Dans pas si longtemps que ça. Moi, je l'ai plus haut. Je vais y aller avec mon 6e. Ouais. Linus Eriksson de la Suède. Oh. Moi, c'était le capitaine. C'est un joueur de centre que j'adore. C'est pas le plus grand talent offensif. C'est pas les meilleures mains. C'est pas le meilleur lancé. Mais c'est le plus impliqué. C'est le plus impliqué offensivement dans les zones où ça fait mal. C'est le plus impliqué défensivement. Il gagne des mises en jeu extrêmement importantes en zone défensive, en zone offensive. Je l'ai vraiment aimé. Un tir sur réception qui est très, très, très respectable. Mais c'est ça, il n'y a peut-être pas le... En fait, il n'y a pas les mains d'un Pettersson, il n'y a pas les mains d'un Fernstrom, il n'y a pas les mains d'un Zetterberg. Mais moi, il me faisait penser à Gabriel Landeskog, tu sais. Il me faisait penser... Je ne sais pas qu'il va être aussi bon que lui, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais tu sais, comme Landeskog, c'est pas lui qui a les meilleures mains, mais il est tout le temps à bonne place. Il est tellement intelligent, sa patinoire. Linus Eriksson m'a fait penser à lui. Donc, voilà pour mon 6e. Linus Eriksson. C'est bon. Moi, je l'ai bien aimé aussi. Je ne l'ai pas dans mon top 10, par exemple, mais c'est un des joueurs que j'ai bien aimé du côté suédois aussi. Sinon, moi, mon 6e, c'est ton petit bébé, Teddy Stiga. Il a continué à impressionner tout le monde encore par son intelligence, sa fluidité sur la patinoire, à avoir la rondelle collée sur son bâton en permanence. Je l'ai vu un peu plus dans un aspect de marqueur. Je le voyais plus comme un fabricant de jeu. Mais durant le tournoi, il s'est vraiment... je ne dirais pas converti parce qu'il en a scoré des buts quand même durant la saison. Mais il a vraiment... Il s'est levé, je pense que son match de 3 buts, c'est en demi-finale. Non, c'est le 9-4 contre la Finlande. C'est pas encore de finale, ça? C'est encore de finale? C'était dans la ronde préliminaire. Mais tu sais, c'est ça. Il s'est levé dans des matchs, j'allais dire des matchs importants, mais c'était en ronde préliminaire, c'était le match le plus dur. Puis il s'est levé en partant, puis ça a été facile finalement, puis tout s'est bien passé. Mais tu sais, c'est ça, il apporte. Je te dirais que c'est dur à dire parce que ça a tout le temps été, avec Ben Harris, ça a tout le temps été le meilleur de son trio. Là, on peut dire que c'est Hagens qui était le meilleur. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment très bien débrouillé dans l'ensemble de la game, en fait, du tournoi, en fait. Toi, je sais que tu l'adores en partant. Ouais, mais avant de te laisser parler de ton 5e, mais moi, Stiga, il est 5e. Il est 5e sur mon top 10. Puis moi, ce que j'ai aimé de Stiga, c'est ses débuts de match. Souvent, là, il est tellement impliqué, il est tellement intense, il est tellement rapide que dans les débuts de match, apporter un momentum positif à son équipe. Je te donne un exemple, justement dans la victoire de 9-4 contre la Finlande. On regarde les statistiques des joueurs, on voit que James Hagen a fait 3 buts, 3 passes, mais c'est là, je veux pas dire de la merde, là, parce que mais ses points, il les a fait quand la game était finie en fin de match. Là. Mais Stiga, son hat-trick goal, là, les 3 premiers buts des États-Unis, c'est Stiga qui les a fait.
Tu sais, quand il y avait encore un match, je trouvais vraiment que ça a vraiment été. Tu sais, comme contre le Canada en finale aussi, Stiga, premier chiffre, il pogne la rondelle, il se fait geler par Elick en zone neutre. Paf! Punition Elick, tu sais. Il est tellement impliqué, il est tellement intense. Puis, bon, additionné à l'intelligence dont tu parles, les mains, il y a un lancer, il y a un très bon lancer. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de lui comme un espoir top 15. Je ne comprends pas ça. On parle de Connolly, on parle d'Iserman, mais je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de Stiga. Moi, je suis désolé pour tout le monde, là, mais Stiga est... Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, Stiga est un meilleur joueur que Connolly et est un meilleur joueur qu'Iserman. Il est surtout plus complet que les deux, en partant. Ouais. Puis, en termes de projection, c'est un petit joueur, c'est un 5 à 10, 170, 175 livres. Là. On verra physiquement de quelle façon il peut se développer. Mais c'est le seul aspect que je lui donne un désavantage par rapport aux deux autres. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. C'est un espoir top 15 pour moi, top 15, easy. Intéressant. Top 15, je trouve ça un peu audacieux, mais moi, première ronde, je suis très à l'aise. Il va être avant mon Iserman sur ma liste, je sais bien ça. Bon, c'est très cocky, par exemple. On est rendu au 5e. Moi, 5e, c'est Porter Morton. Il a continué, comme Memo il disait, au Linka Gretzky, qu'on l'a vu au début de saison. Je l'avais bien aimé, mais le Canada, avant les 16 ans du Linka Gretzky, il était vraiment très intéressant. Puis Morton, il avait ressorti, mais il m'avait quand même laissé un peu sur ma faim. Comme tu dis, il a peut-être profité un peu des points de McKenna, mais on voit quand même beaucoup son talent offensif, ses mains, son talent de finisseur. C'est ça, son talent de finisseur, mais j'ai trouvé qu'il était un bon passeur aussi, comme était créatif, faisait des passes un peu, que tu dis, à faible pourcentage, qui réussissait quand même assez souvent. Mais c'est ça, l'ensemble de sa game offensive, là, j'ai trouvé vraiment excellent. C'est sûr que là, l'année prochaine, c'est Hagens qui est premier. Il va être dur à tasser, mais je trouve que Morton n'a pas laissé sa place non plus durant le tournoi. Puis, tu sais, dans l'inverse, si Morton n'aurait pas été là, McKenna n'aurait sûrement pas eu 10 buts. C'est un peu vice-versa. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu un excellent tournoi. Ouais, puis en passant, shout-out, man, à Gardiner McDougall, l'entraîneur du Canada. 50-0-0 cette saison. C'est un malade, ce style pinch-là. C'est incroyable, man, ce qu'il a fait. C'est incroyable ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Puis, tu sais, tu parlais de Morton, mais c'est quand même lui, Morton, justement, qui a été ciblé par son entraîneur pour jumeler avec McKenna. C'est quand même... Tu sais, il y en avait, là... Il y en a des attaquants de qualité dans le Canada. Exact. Ma caméra, hein? Memo, il dit que Stiga, il fait penser à Isaac Howard. Je suis pas en désaccord avec lui, mais j'espère juste que... ouais, ça va être mieux. Voilà. Mais il n'est pas mauvais, Howard, là, mais c'est juste qu'il, mettons, il tarde un peu. Là. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que lui, il est à Tampa Bay. Là. Tampa Bay, c'est un peu rentré dans le line-up. Là. Non, mais même dans son jeu... Ouais. Mais au U20, man, il était bon. Il a été correct. Oui, mais c'est parce que c'est tellement un... c'est tellement unidimensionnel un petit peu. Là, c'est un finisseur. Là, ouais. Mais tu sais, c'est dur pareil. C'est tellement un scénario qui est favorable, mettons. Tu sais, on parle du 18 là, jouer dans les États-Unis. Là. C'est dur mal pareil quand ça fait 2 ans que la gang joue ensemble. C'est ça. La chimie est déjà installée, eux autres. Là, man, tu es obligé de prendre ça en considération dans ton évaluation. On n'a pas le choix. Là. Tu sais, Hudson il a vraiment sorti du lot, puis j'enlève rien. Mais c'est juste... J'ai tout le temps ça en ma tête là, quand j'ai analysé les joueurs des États-Unis dans ce tournoi-là. Là. C'est un petit miracle, man, que le Canada les a battus en finale. C'est Gardiner, McDougall. Grosse rumeur qu'il l'envoie avec les Wildcats de Moncton à partir de la saison prochaine. Bref.
Voilà pour l'entraîneur du Canada. 50-0-0. Il y a eu 43-0-0 avec l'Université du Nouveau-Brunswick. C'est un malade. Ton numéro 4? Mon numéro 4, man, c'est le mal-aimé Consta Elenius. Moi, pour ma part, c'est sûrement un des meilleurs fabricants de jeux qu'il y a au repêchage cette année. Sa vision du jeu, son jeu de passe, sa vitesse d'exécution, sa vitesse en général. Ce gars-là, comme tu parles, mais à chaque fois qu'il joue, il joue jamais. Il joue avec les meilleurs au U18. Mais au U20, il ne jouait pas avec les meilleurs, puis c'était lui qui ressortait le plus sur la patinoire quand il était là. Un peu comme au U18 en ce moment, Hemming n'aurait pas eu 5 buts dans le tournoi si Constellinius n'aurait pas été là. Hemming, il doit être content parce que selon moi, il baissait au classement. Puis juste parce qu'il a joué avec Constellinius, peut-être qu'il va, il va se rescaper d'un milieu de première ronde. Non, pour de vrai, le joueur le plus utilisé du côté finlandais offensivement s'occupe de toutes les mises au jeu les plus importantes. Power play. Il y a un excellent tir. Son tir, il est vraiment bon. C'est juste qu'il n'est pas capable de la crisser dedans. Mais tu sais, son talent premier, c'est vraiment. Il fabrique des jeux incroyables. C'est fou. Mais c'est ça. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il trouve le moyen de produire, par exemple, parce que ça c'est un joueur que. 7 en 6, man. Dis-toi que le deuxième, c'est Émile Hemming, 5 en 6. Puis c'est parce que ses 5 buts, il les a fait à cause de Elenius. Elenius, il n'y avait personne pour l'aider. Elenius, il aidait les autres. La plupart, tu parlais de l'opponent. L'opponent a fini 0 en 6. Mais là, t'as peu l'opponent jouait 7 minutes par match. Là. Non, mais tu comprends-tu? L'autre qu'on peut dire que j'ai mis dans mon milieu, un gars qui était à surveiller, qui a bien joué, c'est Saarella. Moi, ça a été mon deuxième du côté de la Finlande que j'ai bien aimé. Mais ça reste que c'est pas la trame de Constellinius pantoute. Non, ça, je suis d'accord, Chris. C'est pour ça que c'est un espoir top 10. Ben, c'est ça. Non, mais le gars, il joue tout seul. Fait que c'est dur. Il jouait pas avec un Gavin McKenna, puis un Porter Martin, puis un TJ Ginla. Non. Mais au U20, il jouait avec des gros joueurs quand même. C'était pas là. Non, mais sur son trio, c'était quand même assez relax. Hein. Ben, man, c'était l'attaquant le plus utilisé au U20. Il jouait genre des 22-23 minutes. Il y avait Aminao, genre. Là. Il y avait. Mais il jouait genre sur la 2 ou la 3e ligne. Eux autres, il y avait quand même. Ils rotationnaient beaucoup. Mais la première ligne faisait beaucoup de points. Il jouait peut-être ça à 2, par exemple. Mais la première ligne, c'est elle qui produisait le plus. Puis il ne jouait pas avec 2 gars qui produisaient beaucoup. Là. Non, mais il y avait du power play pareil. Ouais, non, je suis d'accord, par exemple. Non, mais je le trouve bon aussi. Là. Je le trouve bon aussi. Là. On dirait que je me fais l'avocat du diable en ce moment. Là. Je le trouve excellent. Je dirais que. Puis t'as raison, tu dis qu'il y a un bon lancer. Puis c'est vrai, je le vois à son lancer aussi. Mais j'ai hâte de. Ben, en tout cas, il produit avec des adultes. Là, il a fait un but de passe ce matin. Il jouait dans la Liga ainsi qu'au U20. Il était censé faire produire les genoux. Je suis d'accord. C'est juste que le joueur qui devait faire produire était Émile Hemming, puis il l'a fait produire. Il y avait Sarah Lainen aussi. Jonas Sarah Lainen qui était. C'est ça, je te dis. Sarah Lainen, c'est pas mal le deuxième que moi j'ai bien aimé aussi. Mais tu sais. Parce que t'as dit Sarella tantôt. Je fais comme c'est qui ça? Sarah Lainen. Sarah Lainen. Ouais, c'est ça. Là, c'est le petit 5 à 9. Là, ouais. Mais il était pas pire, lui. Mais c'est vrai que lui, il a profité de Lenius en tabarouette aussi. T'as raison. Fait que, c'est comme. Je trouve ça difficile. Puis, tu sais, en Liga, il y a eu une très bonne saison. Fait que, non, mais c'est ouais. Je suis quand même assez confiant dans son cas, mais. Moi aussi. Mais ce que Memo a dit, c'est vrai que les Finlandais en Liga sont durs à évaluer en colline. Ouais. Mais on va continuer de le regarder au senior là, qui commence bientôt. Voilà. On a parlé beaucoup d'Elenius, c'est-tu? Ouais, il est polarisant. Je veux juste aller voir son match.
Je veux juste aller voir son match contre la Suède qui a joué tantôt. Sur quel trio jouait-il? Une victoire en tir de barrage de 4-3. Ah, j'ai pas ces trios. Mais un but, une passe, c'est un but, une passe, Kostelnius. Mais t'es-tu allé voir sur la plateforme? Ah, je sais pas, non. Ah, je pourrais aller sur la plateforme. Attends un petit peu. Sur la plateforme, tu vas les avoir, les trios. Ce petit moment est une présentation de Ford. Ben, tu sais, comme Memo, il dit, là, c'est la Liga, là, c'est snoozy fest. Là, c'est comme. Elle est vraiment dur à évaluer. On dirait que c'est comme. Ouais, non, 100%. C'est vrai qu'elle dure. Bref, je lance la serviette. Je suis pas capable de le trouver. Ça, c'était ton quatrième? Yes. Moi, mon quatrième, c'était Cole Hudson. T'as bien dit, tu l'as bien décrit tantôt. Puis comme je disais, tu sais, moi, les joueurs des États-Unis, l'évaluation, tu peux faire deux. Là, t'as le match contre la Finlande, puis t'as le match final contre le Canada. Puis Cole Hudson, en tout cas, en finale, a été déterminant. Juste la manière qu'il a pénétré dans la zone, qu'il a attaqué le centre, qu'il a feedé, tu sais, qu'il a attiré ses couvreurs, puis après ça, ça a libéré Yzerman, qui a fait de la passe, un one-timer. Juste ce jeu-là qu'il a fait avec une rapidité d'inconcertante. Ouais, il est vraiment bon. Ouais. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Puis il marche à la ligne bleue aussi, de manière aussi élégante que son frère. Il a vraiment joué une grosse finale, en tout cas, du moins. Là. Il a vraiment joué une grosse finale. Il est dur à classer, par exemple, parce que ça reste un petit défenseur. Mais sur l'avantage numérique, il peut être très dangereux. Entièrement d'accord. Mon troisième, moi, c'est T.J. Ginla. T.J. Ginla. Moi, ce que j'aime de T.J., ben, vous le savez là, que je l'aime beaucoup. Là. Moi, il est deuxième sur ma liste, puis il va le rester. Ouais. Moi, ce que j'aime de T.J., c'est qu'il y a plusieurs options de projection. C'est un attaquant qui fait tout bien sur la patinoire. On l'a vu en fin de match avec le Canada en finale pour protéger l'avance. On l'a vu, il est impliqué, il bloque des lancers. On l'a vu sur l'avantage numérique. On l'a vu feeder McKenna. On l'a vu décocher un tir du poignet très rapide, avec très peu d'espace, avec une puissance et une précision du tonnerre. On l'a vu donner des coups d'épaule. C'est un package, ce gars-là. Puis en plus, c'est un Ginla. Moi, j'aime quand même ça. Les histoires de famille, là. Puis surtout quand ton père, c'est Jérôme, là. Je fonde beaucoup d'espoir là, envers ce joueur-là. C'est un. Puis, rajoute à ça son intensité, son travail le long des bandes. Il coche toutes les cases, ce joueur-là. Il n'est pas le meilleur dans aucune case, mais il est excellent dans toutes les cases. C'est. Ouais, non, moi, il est vraiment proche de la Ligue nationale. C'est un. Pour moi, là, c'est l'espoir là, en 2024 là, qui s'est le plus amélioré là, au cours de la saison. Là, c'était T.J. Ginla. Fait que voilà. Encore une fois, je dévoile mon amour pour T.J. Ginla. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Je te dirais que je ne peux pas vraiment dire plus que ce que tu as dit. Moi, j'apprécie vraiment. Je trouve vraiment que son coup de patin, il est élégant. Il a vraiment un coup de patin fluide, large. On dirait qu'il prend de la place sur la patinoire sans être vraiment un gros joueur. Je trouve qu'il se crée beaucoup de place. Puis avec toutes les qualités que tu as nommées, là, je le trouve vraiment mature comme joueur. Memo qui nous dit: avez-vous vu à quel point il a l'air d'un gamin? C'est vrai qu'il a l'air d'un gamin, check ça. Ouais, ça face avec son père. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est bon, mais check ça la face de bébé, man. Ah, c'est quand même un peu. Ah, il est trop fort. Ah. Il est trop fort, Titch. Il est trop fort. Mais toi, deuxième, t'as-tu Hagens ou t'as-tu McKenna? J'ai deuxième, j'ai Hagens. Moi aussi. Mais pour ma part, j'ai pas trouvé ça facile, par exemple. J'essayais encore de les différencier. Comme je te parlais en début, quand on s'est parlé avant le podcast, la seule manière que j'ai réussi un peu à les différencier pour mon classement, en fait,
c'est vraiment qu'on va parler des deux en même temps, en fait, parce que là, Let's go. Moi, je vois beaucoup McKenna comme un joueur vraiment extrêmement créatif qui tu sais, il va au moment. Et au moment, il voit l'option, le trou, il y va. Il n'y a pas des jeux, du sens que Hagens, il y a plus des jeux préparés, puis il y a un coup d'avance sur ce qui va se passer. Mais tout est déjà seté, on dirait, dans le jeu de Hagens. Tandis que McKenna, il va on the spot, il voit l'opportunité, puis il apprend. Puis, ça peut être un peu plus fancy, un peu plus risqué, mais dans toutes les situations, j'ai jamais vu McKenna perdre la rondelle. Il passe au travers de n'importe quoi, de n'importe qui. Il a passé au travers de la défensive américaine, de gros bonhommes qui ont eu l'air à des pantins. Ça a été incroyable. Mais comme je disais, Hagen, c'est comme plus c'est comme plus mécanique, on dirait. C'est comme je fais cette passe-là. Je sais qu'il va arriver tel jeu, fait que je vais déjà être rendu à cette place-là. C'est vraiment plus stratégique, on dirait, dans le jeu de Hagens que dans le jeu de McKenna. Mais les deux, je te dirais qu'ils sont vraiment bons dans les trois zones. Les deux ont des bons lancers. Les deux sont capables de créer des jeux. C'est deux espoirs de premier plan, puis c'est deux espoirs premiers au total en ce moment de leurs années respectives. Fait. Je veux juste vous partager, pour les gens en audio, on va regarder une autre vidéo de David McKenna, un but qu'il a marqué contre la Suède en demi-finale. Je pense qu'il y a eu un type de Martin aussi là-dessus, là, à la ligne bleue. Là. Check-les, man. Check-les. Il est parti. Il y a le petit type de Martin. Oh! Là, il a passé les deux. C'est complètement débile. Man. Hey, 16 ans. 16 ans. David McKenna. Ah, moi, là, pourquoi j'ai mis Hagen? Ah, t'avais-tu terminé, moi? Mais je veux juste répondre à la question à mes mots que ça, je suis d'accord, par exemple. C'est qu'il n'y a pas eu un impact sur la finale. Non, mais c'est ça. Ça a quand même un gros point, ça. Moi, c'est ça que je disais. En fait, quand je parlais des États-Unis, que pas mal le seul match où on peut vraiment évaluer les joueurs, c'est en finale contre le Canada. Puis pourquoi j'ai mis McKenna premier? Puis pourquoi que j'ai McKenna comme MVP de ce tournoi-là? C'est ce qu'ils ont fait en finale. Tu avais une finale entre les deux top guns du tournoi, puis McKenna a complètement détruit Hagen dans ce match-là. Hagen, c'est pas mal joué, by the way. Là. Il a pas mal joué. Là. Mais le X-Factor de ce match-là, c'est McKenna. Clairement. Puis, tu sais, je répéterai pas tout ce que tu as dit, là. Mais moi, McKenna, c'est un joueur générationnel. Là. C'est un. Ouais. Moi, je pense qu'il va être meilleur que Connor Bedard. Là. Là, c'est. Puis Hagen. Mais comme tu disais, je pense qu'il va être plus complet que Connor Bedard. Ouais, 100%. 100%. Puis Hagen, il reste que c'est un excellent joueur de hockey. Là. Très intelligent, là, à une très grande rapidité d'exécution. Sauf qu'il n'est pas achevé de McKenna. Là. Pour moi, là, je suis désolé, là, mais McKenna, il est une coche au-dessus d'Hagen. Malgré qu'Hagen, c'est le choix numéro 1 en 2025. Là. Mais McKenna, c'est un surdoué. C'est un surdoué. Je suis d'accord. Mais j'ai trouvé le choix quand même pas facile, par exemple. Mais je suis d'accord. Là, 10h30, les mal-aimés commencent. Les mal-aimés. Mais ça va être moins long un petit peu, je pense, de parler des mal-aimés. Non, moi, j'ai du stock à dire, tabarnak, ces calices-là. Est-ce que tu veux commencer avec ton 10e? Ouais, c'est ça. Il faut que je les positionne en 10, okay. 10 étant le moins pire. C'est plus dur, ça. Moi, mais je vais y aller avec mon 10e. Tu fais ton classement, puis au pire, tu me feras signe. Ouais. Moi, mon 10e, c'est le défenseur de la Tchéquie, c'est Jakub Febiger, parce que je m'attendais à plus de sa part. Oui, il y avait des grosses minutes avec la Tchéquie, mais je m'attendais à le voir être plus... je m'attendais à le voir plus dominant en général. Je m'attendais à le voir amener une dimension offensive plus accrue, plus intéressante pour sa nation.
n'a pas été un mauvais joueur, mais n'a pas été un défenseur qui va potentiellement se faire repêcher en première ronde. Moi, c'est ça. Il m'a vraiment déçu. Là. Il y a peut-être que mes attentes étaient trop élevées, là, mais il n'y a pas de. Il a été juste normal. C'est un défenseur qui jouait 22-23 minutes. Il faisait sa petite job, mais ses lancers ne touchaient pas beaucoup le filet. Je n'ai pas vu d'implication physique de sa part. Je me rappelle, là, dans un dernier podcast, je disais qu'il était au même niveau que les. Puis il n'est pas loin des top défenseurs de ce repêchage-là. Je le pense encore, par exemple, là, je ne changerai pas mon évaluation complète sur un joueur sur un tournoi de 10 jours, genre. Là. Puis, mais peut-être que son équipe ne le mettait pas en valeur non plus. Mais ça a été un tournoi ordinaire là, pour Jakob Fibiger. Toi, t'avais-tu ton 10e? T'y es-tu trouvé? Ouais, mon 10e, il est trouvé. Moi, Fibiger, pour ma part, je l'ai 9e, puis un peu pour les mêmes raisons que toi. En fait, pour les mêmes raisons que toi, en fait, clairement. Mon 10e, c'est Alphonse Frey. Pas qu'il a connu un mauvais tournoi. En fait, en général, ils n'ont pas connu des mauvais tournois, mais c'est ce que j'attendais d'eux autres qui m'a un peu déçu. Mais Alphonse Frey, ça a été justement son apport offensif. Son apport offensif était correct. Je m'attendais à un peu plus. C'est son jeu défensif que j'ai trouvé un peu plus difficile. J'ai trouvé, tu sais, souvent on parlait de Henry Muse qui sauvait le cul à Dickinson. Ben, c'est un peu le même principe qui est arrivé avec. Il jouait avec Salinius? Avec Wadden Salinius? Ils ont commencé ensemble puis ils ont fini. Ben, ça dépend. Ouais, ça dépendait des. Ouais. Ils ont joué ensemble par moment. Ben c'est ça. Souvent, c'est ce que je remarquais, c'est que Wadden Salinius, il sauvait beaucoup les fesses à Alphonse Frey défensivement. Un peu ce qu'on parlait de Dickinson avec Henry Muse dans le passé. Ton 9e? Mon 9e, c'est Fibiger. Pour pas mal les mêmes raisons que toi, en fait. Moi, mon 9e, pour notre chum Memo, on s'en va en Finlande. Atos Koivu. Pas que j'avais des attentes envers Atos Koivu, mais c'est un espoir quand même qu'on entend de plus en plus parler là, pendant la saison. Bon, c'est le fils de Saku Koivu, on le sait tous. En début de saison, on le voyait comme un espoir lointain, gravit les échelons lentement mais sûrement cette saison. Puis, bon, donc, on l'a regardé de plus en plus souvent. On a regardé tous ces matchs au U18. Puis je cherche encore une qualité à ce joueur-là. C'est pas des défauts, mais c'est juste un joueur sans saveur totalement. Un joueur qui est impliqué ou qui cherche à s'impliquer, mais pas une grande force physique. Je le vois mal. Pour de vrai, là, je le vois mal. Je ne suis pas capable de le projeter dans la Ligue nationale. Je l'ai trouvé bien, bien, bien ordinaire. Un vrai de vrai Finlandais. Ouais. Atos Koivu. Je pense pas qu'il va avoir la même carrière que son père. Donc voilà, mon choix numéro 9, Atos Koivu. Ouais, moi, je l'ai vraiment plus beau, par exemple, parce que moi, je l'ai trouvé vraiment invisible. Non, c'est ordinaire, man. C'était quelque chose d'incroyable. Non, c'est bien correct, man. Il est vraiment ordinaire. Moi, mon 8e, mais j'ai mis Trevor Connolly. Oh. Bon, ben pour ce qu'il a fait en finale, en fait, c'est comme, ça fait 3 fois que je le dis, mais les joueurs américains, le gros de mon évaluation de leur tournoi, mais je le fais avec la finale. Puis Trevor Connolly, en finale, il nous a montré qui était, t'sais. C'est un énorme shooter. Il y a beaucoup d'occasions de marquer dans un match, mais sa lecture de la game est pas bonne. C'est un joueur qui se fie beaucoup sur ses aptitudes individuelles, mais qui n'a pas nécessairement un bon cerveau de hockey. Puis, puis on l'a vu, tu sais, pas en fin de match, mais en milieu de troisième période, son équipe est en plein contrôle, va faire le gros hit inutile, coup à la tête, qui a fait perdre son équipe là, littéralement. Mais
il nous a montré des belles choses aussi dans ce match-là. C'est vraiment, moi, le match final de Trevor Connolly, c'est vraiment lui. Fait que s'il est capable de juste être un peu plus intelligent sur la patinoire, dans sa prise de décision, sans la rondelle, je pense qu'il peut devenir un joueur très dangereux. Mais son QI de hockey, là, il n'est pas très élevé. Mais beaucoup d'aptitudes, énormément d'aptitudes individuelles. Donc voilà, mon 8e, Trevor Connolly. J'aimerais hein? J'aimerais tellement le passer en entrevue, lui, Connolly. Ah, il doit pas parler français, puis il doit même pas parler anglais tellement qu'il est... En tout cas, Voilà. il doit manquer des cases, des petites cellules dans son cerveau. Moi, je ne l'ai pas dans ma liste, mais je trouve ça quand même intéressant ce que tu as dit, qui a coûté quand même une partie de la finale à son équipe, que ça fait mal. Mais moi, un des Américains qui m'a beaucoup déçu, puis que souvent on a parlé de lui, c'est Max Plante, en fait. Je cherchais son prénom, là, mais c'est Max Plante. C'est ça, mais il a connu un côté statistique, il a connu un tournoi, un bon tournoi en général. C'est juste qu'il a connu un match de 5 points contre la Finlande, je pense, où que tout le monde a fait un festival offensif. Ouais. Mais tu sais, on l'a vu beaucoup jouer avec Yzerman puis Higgins. Puis on se disait souvent, Plante, c'est vraiment un excellent passeur. Il feed beaucoup Yzerman. Puis on disait aussi que Higgins, on se demandait si c'était Higgins ou Plante. Puis ben, on se demandait pas, on savait que c'était Higgins. Mais on voyait quand même une part de il apportait une part de apport offensif. Une part de apport offensif. Mais puis là, tout ça pour dire, ils ont séparé les trios. Higgins, il est parti du trio. Ça a été, je pense que c'était Ben Arick, Plante, puis Yzerman. Puis on aurait dit que j'ai comme vu Max Plante s'effacer. J'ai trouvé moins impliqué dans la zone offensive. On dirait qu'il avait l'air un peu plus perdu qu'à l'habitude. Puis ça m'a mis un point d'interrogation à savoir si vraiment il profitait beaucoup du fait qu'il jouait avec Higgins. Parce que en fait, ce qui me tente un petit peu, c'est qu'il est classé en 2e ronde à cause de Higgins, peut-être. Fait que ça me tente un petit peu. Ça m'a mis un point d'interrogation au final. Moi, je l'ai 7e. Fait que... Puis encore une fois, il n'a pas tiré une grosse finale. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Là. Oui, il faisait des points, mais tu sais, là, va regarder les meilleurs pointeurs de ce tournoi-là. Là, c'est tout. C'est tous des Américains. C'est tous des Américains. Là. Fait que je me fie pas là-dessus. Oui, il a construit des beaux jeux ici et là, mais ça n'a pas été un tournoi complet de sa part. Ça a été, tu sais, mettons, dans les... si tu ajoutes Connolly là-dedans, là, ils ont comme 7 gros attaquants, là, les États-Unis. Là. Max Plante est probablement mon dernier. Là, lui qui a le moins. Ben Arick a été décevant aussi. Ouais. Là, mais Ben Arick apporte un style défensif un peu qu'il a quand même très bien fait. Ouais. C'est pas pour son apport offensif qu'on l'utilise beaucoup. Là. Ouais. Ça fait que voilà, moi, mon 7e, c'est Max Plante. Là. C'est ni chaud ni froid. Là. Il a juste été, été là. Mais il n'a pas sorti du lot du tout. Là. Ton 7e, toi? Moi, mon 7e, c'est Lucas Pettersson. Encore là, statistiquement parlant, il a été présent, mais sur la glace, ce qu'on attendait de lui, j'ai trouvé qu'en général, c'était quand même difficile, surtout quand on a vu que la blessure de Zetterberg est arrivée. L'offensive de la Suède s'est complètement effacée. Il a été, tu sais, ce que j'ai remarqué encore, c'est qu'au niveau du cercle de mise en jeu, il est encore très solide, mais ses replis, je trouvais moins impliqué défensivement. Il revenait plus lentement. Dans la zone offensive, je trouvais souvent qu'il virait en rond.
Mais tu sais, ça, c'est un peu toute l'offensive de la Suède quand Zetterberg n'était plus là. Ça m'a mis comme encore un autre point d'interrogation. C'est comme on peut penser que c'est peut-être un complément de trio et non un gars qui va leader son trio. Ouais, moi, je ne l'ai pas dans mon top 10, mais il ne m'a pas impressionné non plus. Je m'attendais à davantage de sa part. Là. C'est peut-être mes attentes étaient trop élevées. Là. Mais tu sais, il avait joué un match préparatoire contre les États-Unis. Il avait fait un but 4 passes. Ça avait été le dynamo offensif de son équipe. Puis je l'ai pu retrouver là, dans le tournoi. Par moment, là, tu sais, il y a des vraiment... bons flashs. Ouais, il y a eu des beaux flashs. Puis ces flashs sont beaux, par exemple. Là. Ces flashs sont vraiment... son coup de patin, il est puissant. C'est juste que je l'ai vu occasionnellement. C'est ça qui m'a tanné un peu. J'ai vu un bonnet, il se faut filer entre les deux défenseurs de vitesse. Mais tu sais, j'ai vu une ou deux fois dans le tournoi. Tu sais, quand Zetterberg s'est blessé, c'est là qu'on aurait dû le voir se lever et prendre l'attaque de la Suède avec lui. Ouais. Puis c'est ça, son éthique de travail n'est pas super bonne. Ouais. Mais voilà. Ça, c'était ton 7e? Ouais. Ton 6? Mon 6, c'est un autre Suédois, c'est Fernström. Un peu dans la même optique que Peterson. J'ai trouvé qu'offensivement, il avait l'air un peu perdu. Il a produit offensivement, mais c'était souvent des buts de grinder. C'est pas des buts qui a fait de quoi de vraiment exceptionnel. Il a beaucoup pris des retours de lancer. Des tirs. Je pense qu'il a marqué un tir à terre, puis on dirait qu'il a raté son lancer, puis ça a marqué. Mais je l'ai vraiment trouvé qu'il y a eu un tournoi difficile dans l'ensemble. Défensivement, c'était déjà pas un joueur qui jouait super bien défensivement, puis on ne la remarquait pas pour ça. Mais offensivement, j'ai trouvé qu'il avait de l'air... J'ai perdu, je le dis 12 fois, là, mais qui manquait quelqu'un sur le trio pour les alimenter, mettons. Ouais, je comprends. Ouais, moi, il m'a pas excité non plus, Fernström. De mon côté, mon choix numéro 6, pour notre chum Memo, Emil Hemming de la Finlande. Ah ouais. Ouais, moi, Emil Hemming, là, il fait juste me décevoir depuis le début de l'année. Je l'avais bien haut dans mon estime en début de saison, puis il baisse. Il a un excellent lancer. Il a un super lancer. Puis c'est pas mal rien que ça qu'il a. Bon, tu pourras me dire qu'Eiserman, c'est ça aussi qu'il a. Là. Mais Hemming, ce qui est décevant, c'est que c'est plus le potentiel qui pourrait être qui atteint jamais. Genre, je trouve qu'il manque d'activité dans son jeu. Je trouve qu'il manque d'intensité. Ouais, c'est pas le plus intense. Ça pourrait tellement être un power forward. Il est grand, il est gros, il est rapide. Il pourrait être, si c'était dans son type de personnalité, là, il pourrait être physique. Il pourrait être tellement plus efficace qu'il est là. Mais des fois, on dirait que ça ne tente pas. On dirait que ça ne tente pas nécessairement de jouer au hockey. Là. Sauf que de Elenius à Kiviariou à Hemming, one-timer, ou de Kiviariou à Elenius à Hemming, one-timer, ça marche tout le temps, ça. C'est excellent. Sauf que c'est plus le potentiel qu'Hemming pourrait aller chercher que c'est ça, qui n'atteint pas du tout cette saison, puis qu'il n'atteindra jamais parce que c'est à l'intérieur de lui là, que... Mais c'est parce qu'on dirait qu'il ne se voit pas comme un power forward. On dirait qu'il voudrait être un fabricant de jeu qui transporte la rondelle, puis c'est clairement pas ça qui est né pour faire. J'ai vu une séquence, justement, juste pour en parler. Il était derrière son filet, puis lui, puis Kiviariou, c'était comme genre nébuleux à savoir c'est qui va partir avec la rondelle. Finalement, Hemming a décidé que c'est lui qui montait la rondelle, coupe en avant de son filet, échappe la rondelle, font scorer sa séquence. Au lieu de laisser ça à Kiviariou, que lui, c'est quand même un peu plus inné dans son travail. Au lieu d'aller se positionner pour aller sur l'aile, y aller one-timer, il a décidé d'y aller comme un gars qui transporte une rondelle. Ouais. Mais comme tu dis,
Son intensité, je la trouve moyenne aussi. Ouais, pour être poli, je dirais qu'il est paresseux. Là. J'essaie de trouver un synonyme pour vache. Là. Mais je dirais qu'il est paresseux. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Il est paresseux. Il est. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Puis, il n'a pas le talent pour se permettre d'être paresseux. Tu sais, là. Ouais. Mais Il y en a qui sont capables qui sont capables de se rendre en haut là, en étant paresseux. Lui, je ne suis pas certain. ouais. Bref. Ben, j'ai vu, moi, c'est son one-timer pour de vrai. Comme je t'ai dit, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à envier à Iserman sur son one-timer. Son one-timer, il rentre au poste en tabac. Oui, c'est incroyable. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas dans mes mal-aimés. Là. J'ai trouvé que il a profité beaucoup du fait d'Elinius, par exemple, parce que je pense que si Elinius n'était pas là, il n'y aurait pas eu 5 buts, puis il y en aurait peut-être eu 0. Ouais, 100%. Puis Viario, là, ouais, 100%. Ouais, c'est ça. 5e. Moi, mon 5e, je pense que je vais en surprendre plus d'un. Là. Moi, j'ai Henry Muse, le défenseur du Canada. Moi, j'ai pas aimé son tournoi là, comparativement à bien du monde. Là. J'ai vu qu'il y avait du monde qui le mettait quasiment sur leur équipe d'étoiles. C'est bien correct. Là. C'est juste que moi, Henry Muse, je trouve qu'il a tenté de se dénaturer dans ce tournoi-là. C'était un peu le défenseur qui avait le plus de. C'était le meilleur défenseur du Canada avant le tournoi. Ouais, ben, oui, effectivement. Mais il a essayé de faire de lui un défenseur offensif, puis ça, c'est pas sa nature, Henry Hughes. On se rappelle de Jelinka Gretzky, qui avait été très solide défensivement. Puis on dirait qu'il a comme pris ce rôle-là là, de défenseur offensif qui était le général en avantage numérique. Puis c'est correct qu'il le prenne là, si on lui a donné. Là. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé bon dans ce style de jeu-là. J'ai trouvé que sur ses sorties de zone, des fois, il a essayé de faire la grosse passe qui ne marchait pas. En avantage numérique, une grosse passe transversale qui se faisait couper. Il n'a pas vraiment fait d'erreur, mais j'aime beaucoup mieux là, le Henry Muse qui se concentre sur son jeu défensif, qui a une game nord-sud. Je le trouve vraiment plus efficace dans ce style-là. Moi, j'ai aimé beaucoup plus là, son compagnon de trio, Frankie Marelli. C'est un peu le même principe qu'on parlait de qui a sauvé le cul à Henry Muse quelquefois. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis j'ai vu que Henry Muse avait un talent offensif limité. Mais qui est bon quand même. Là. S'il reste dans son rôle, là, il va être bon et il va être efficace. Mais moi, c'est ça. Il m'a déçu parce que. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, sa finale, moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même tiré une bonne game. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était. Sans dire que c'était le meilleur défenseur, parce que j'ai trouvé que la défensive du Canada a resté beaucoup dans sa zone en Estie, puis que ça a été dur à sortir la rondelle de leur zone. Mais j'ai trouvé qu'offensivement, c'est lui qui a apporté plus d'apport offensif en finale. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas juste ça un défenseur. Là. Non, je suis d'accord. Les États-Unis, ils ont dominé beaucoup le Canada, mais c'est pas à cause des défenseurs du Canada, c'est juste parce qu'ils étaient meilleurs. Moi, j'ai vu des défenseurs efficaces défensivement du Canada. Là. Moi, j'ai un Schaefer, je l'ai beaucoup aimé. Un Keshawn Etchison, je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est deux gars qui ont surpris, en fait. Là, si tu me parles de Charlie Elick, par exemple. Mais Charlie Elick, moi, je l'ai trouvé très efficace dans sa zone. J'ai trouvé à part qu'il a fait une passe sur le premier but à un freeze, mais je l'ai trouvé très efficace. Moi, sur le long des rampes, Elick, il a été bon. Là. Il a un talent qui est vraiment limité. J'allais dans pas long. Il a été bien correct, Elick. Là. Moi, je l'ai trouvé bien correct. Mais c'est pour ça que je trouvais qu'Henry Muse, en restant dans l'essence même de son style de défenseur, je suis bien d'accord avec. C'était le meilleur défenseur du Canada, mais il faut juste pas qu'il essaye de se dénaturer trop là, pour moi. Ton 5e? Moi, mon 5e, c'est Peter Sikora. Pas parce qu'il a connu un mauvais tournoi, mais à cause de les attentes que j'avais envers lui. Je m'attendais, tu sais, son éthique de travail était là, mais j'ai trouvé que son apport offensif était, je dirais même pas discrète, était absente totalement. Une chance que Binac était là un peu, parce que sinon, ça allait nulle part.
Il était capable de rien créer. J'ai trouvé qu'il était clairement invisible en zone offensive. T'sais, il n'était pas capable de se démarquer, puis il n'était pas capable de créer beaucoup d'offensives. Mais sa game en général était correcte. Mais je m'aurais attendu à beaucoup plus d'offensives. Ouais, moi je ne l'ai pas dans mon top 10, mais je suis d'accord avec toi. Là. En général, la Tchéquie a été bien décevante. Là. Exact. On voit quand même qu'il est intense. Là. On voit quand même que c'est un travaillant. Là. On voit quand même qu'il va s'en sortir, mais si on parle de son tournoi en tant que tel, effectivement, il a été décevant. Ça, c'était ton 5? Ouais. Ton 4? Mon 4, c'est Charlie Hellick. Charlie Hellick? Je pense que je ne serais jamais capable. Je trouve tellement qu'il est mauvais. Aucune synchronisation. Ses pieds vont pas assez vite pour ce qu'il veut faire. Il n'a pas de main. À un moment donné, là, je pense que en finale, je l'ai vu en arrière de son filet essayer de faire une feinte, mais ça allait beaucoup trop lent. Il se fait enlever la rondelle, cause une très bonne chance de marquer. Moi, je suis vraiment pour de vrai, je suis clairement pas capable. Il n'y a aucune vitesse. Sa vitesse, c'est zéro. Zéro, il n'y a pas de main, man, il y a fuck all. Si au moins défensivement, tu montrais que tu bloques des yeux, j'ai peut-être vu bloquer quelques lancers, mais je ne suis pas capable. Même défensivement, je le trouve dangereux. Non, moi, tu vois, sur le piqué, je le trouvais bon. Mais moi, je vais t'en dire un bien pire que Elix, mon numéro 4. Puis tout ce que tu viens de dire sur Elix. Mais moi, j'allais 3. J'allais 3, lui, tu vas dire, je pense. Eliasson? Ouais! J'allais 3. Gabriel Eliasson, défenseur. C'est bien drôle, Carlis. Ouais, lui, là. Puis, je comprends ce que tu dis, c'est Elix. Mais. Asti, ça, c'est Eliasson, man. J'ai capoté sur... gros imbécile, en plus, des deux de marde. Oui. J'allais pas... Gros imbécile. J'allais pas dire ça, mais c'est vrai. Ouais, en plus, il mettait son équipe dans le trouble. Complètement lent, zéro mobile, un changement de direction difficile. Il est comme... Il est mou sa rondelle. C'était vraiment difficile. J'avais quand même des attentes, là, un peu comme Elick, là, si tu veux. Puis je veux pas ramener Elick dans la conversation tout le temps. Là, c'est pas mon objectif. Là. Mais c'est un peu le même rôle qu'ils ont. Des tours défensifs là, en désavantage numérique. Mais moi, Eliasson, là, wow, man. Wow. C'est comme... Il est Smartford-list, là. C'est comme... Moi, je comprends pas, là. Moi, je pense que Charlie Hellick qui va l'être Smartford-list. Intéressant. Intéressant. C'est super pas. Intéressant. Non, mais Gabriel Eliasson, là, c'est... En début de saison, je l'avais comme ça. Puis en fin de saison, je l'ai encore comme ça. Intéressant. J'ai hâte qu'on... Il faudrait qu'on se donne un peu des règles là, pour notre Hartford list. Là. Il faudrait qu'on aille au moins, mettons, si on se fait une liste de 5, il faudrait qu'on aille au moins 2 joueurs. Parce que c'est facile de se faire une Hartford list avec des choix de 7e ronde. Là. Il faudrait qu'on soit cocky, genre, sur 1 ou 2 choix. Là. Moi, j'en ai des intéressants. J'ai Adam Yeko puis j'ai Charlie Hellick. Ouais, c'est très intéressant. Oui, j'en conviens. C'est très intéressant. Tu vas-tu avec ton 3e? Ouais, moi, mon 3e, c'est Thomas Galvas, défenseur de la Tchéquie. J'avais des grosses attentes envers lui. Je l'avais dit au début du podcast, avant le tournoi, dans un épisode du podcast, que je l'aimais plus que Cole Hudson. Je suis pas encore, tu sais, Hudson, c'est sûr qu'Hudson, il a torché un tournoi, là. Probablement qu'Hudson va dépasser Galvas quand même, là. Mais je voyais... Ben, en fait, ce qu'Hudson a donné aux États-Unis, je sais pas, je pensais que tu riais. Je pensais qu'il y avait un commentaire. Je suis désolé. C'est quoi qu'il y a? Parce que tu avais comparé Hudson avec Galvas. Je pense qu'Hudson va être meilleur que Galvas. Ouais, mais c'est parce qu'il faut pas garder son évaluation juste sur un tournoi non plus. Là. Non. Mais je m'attendais à un jeu comme Hudson de la part de Galvas, un peu dans son équipe, là,
de construire des jeux offensifs, d'être le défenseur offensif sur l'avantage numérique, qui va appuyer l'attaque, qui va construire des jeux comme Hudson faisait. Je ne l'ai pas vu, ça. Galvas, il se contentait de rester à sa ligne bleue, d'alimenter ses coéquipiers, mais il ne prenait pas de chance. Puis un Galvas qui n'est pas offensif ne sert pas à grand-chose là, parce que son physique est minuscule, puis défensivement, c'est difficile pour lui. Fait que, ouais, moi, il m'a bien déçu. Là. C'est donc mon numéro 3, Thomas Galvas. Le tien? Moi, mon 3, c'était Ediasson. Ah, OK. Mon 2, moi, c'est Thomas Pobezal. C'est qui ton 1? C'est un gars du Canada, mon 1. Oh. Thomas Pobezal, mon 2 de la Slovaquie. C'était le capitaine de la Slovaquie. Il nous démontre tout son talent. On voit qu'il a des super de belles aptitudes. C'est un espoir de 2025, un espoir de première ronde en 2025. Mais je vais être poli en disant qu'il est très, très, très paresseux, ne travaille pas du tout. Moi, je le sais pas. Il faut vraiment qu'il y ait un jeu sur un plateau d'argent pour le compléter. Je sais qu'il a fait 4 buts d'un match, là, mais contre la Norvège, genre, évidemment. Hein, évidemment. Complètement transparent contre les grosses nations. Voilà, il y a une fois, c'est eux qui disaient cette expression-là. Il y a le cordon du cœur qui traîne dans la marde, là, mais ça, c'est Thomas Pobezal. J'aurais pas mâché mes mots. Moi, je l'ai premier, là, puis... Un si beau talent avec une si petite éthique de travail. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Ton numéro 2, toi? À Toscoïvou. Un autre qui pourrait se retrouver sur ma Hartford list. Pour de vrai, j'ai vu aucun. Sans moi, il était blackout, lui, là. C'était fou. J'ai pas de mots, mais on dirait qu'il était là puis il faisait le piquet sur la glace. En zone offensive, là, ça se passait dans le coin, là, puis il était en retrait un petit peu, là, puis il regardait le jeu, genre en voulant dire là, c'est quoi faut que je fasse. Ah non, il était ordinaire en tabarnak. Zone défensive, c'était le même principe, man. Il bougeait pas, man. Il était statique. Il faisait fuck all, il créait rien, il se positionnait même pas pour donner des options de passe ou man, sérieux, c'était dégueulasse. Non, 100%, c'est... ouais, non, il est ordinaire à tous. Je sais pas, il est classé où, hein? Je vais aller voir, il est classé où rapidement. Je sais pas. Mais juste pour closer, je vais te laisser finir avec ton premier. Ben, tu veux encore parler d'Atos? Ben, check où il est classé où, là? Ouais. Mais je vais te laisser closer avec ton Canada, mais tu me surprends un peu. Mais je pense que je l'aurais mis, mais je pense que j'avais peur de m'attirer des foudres. Ah, des foudres de qui, là? On n'a pas encore... on n'a pas 15 000 followers non plus, là. Moi, mon premier, mais c'est Liam Greentree du Canada. Pas que c'est... Tu sais, il est premier, là, ça sonne big, là. Mais il a juste été décevant, en fait. Je pense juste qu'il n'y a pas la vitesse pour se démarquer où ce qu'il va jouer. À Windsor cette année, mais il domine par sa force physique. Ouais, par sa protection de rondelle, mais tabarouette que je l'ai trouvé lent, genre, c'est incroyable, là. C'est incroyable. Puis, il a commencé à finale comme 13e attaquant. Moi, j'étais content que Gardiner il donne plus de temps de glace à Van Acker. Il y a plein de matchs, Van Acker, il a joué 3-4 minutes dans le match, mais il trouvait le moyen de sortir du lot aussi. Mais Greentree, c'est vraiment son manque de vitesse. Là. Je suis comme... Parce qu'il a un super de beau gabarit, un super de beau lancer. Ben, ce que Memo vient de dire, j'allais le dire aussi. Mais Max Massé, ça a été le même principe aussi. Ouais. La vitesse, c'est des games rapides. Là. Ça joue en finale, ça joue du hockey. Puis c'est des joueurs que tu n'as pas vu de la finale pendant tout. Là. Ouais, mais Max Massé, moi, c'est tout le temps. Mais Max Massé, je le trouve un peu plus intelligent. Il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, tandis que Greentree, on dirait qu'à Windsor, tout tourne alentour de lui. Fait qu'on dirait le fait. C'est vrai qu'il patine mal, Massé. Ah, c'est fou, hein. Mais bon, ouais, vas-y, continue, excuse. Mais c'est ça, Greentree, on dirait que il est habitué d'être le leader offensif à Windsor. Puis à chaque fois que j'ai checké Windsor, j'ai jamais vu un Greentree qui ressortait du lot. À chaque fois que je checkais pas la game, je checkais le scoreboard, il avait fini genre avec 3 points.
Là, j'étais tabarnak. Ouais. Mais ça, moi, je sais pas, sur le PP ou. Il y a un excellent tir, par exemple, son tir il Ouais. est lourd. Mais sûrement quand à Powerplay à Windsor, il descendait, là, son tir il rentrait au pouce, ou je sais pas. Mais c'est vrai qu'il était beaucoup trop lent pour. Non, ça peut être un bon complément de trio, là, mais visiblement, McDougall, il l'a mis 13e attaquant, parce que ça a été le premier match qui a été comme 13e attaquant là, contre les États-Unis. Là. Ouais, mais c'était le match le plus important, puis le match où c'était le plus rapide. Ouais, Tu le vois, c'est pour ça qu'il a été 13e, je pense. Là. Mais ouais, puis tu sais, il a fait quelques chiffres, là, puis c'était difficile. Là. Ouais. Il s'implique physiquement, mais ouais, j'ai trouvé ça tough. J'ai vraiment trouvé ça tough, sa vitesse. Là. Puis tu sais, Massé, là, c'est quand même, ouais, ben, tu l'as bien dit, il est plus intelligent. Tu sais, Massé, là, il va aller se staller en avant du but adverse. C'est bon pour faire des lancers, pour pogner les garbage après, là. Mais ouais, tu sais, Massé, moi, il va sortir de ma première ronde, là, c'est pratiquement sûr. Là. Dans la nage d'aujourd'hui, ça te prend un minimum de patins. Là. Si tu patines pas, il faut que tu sois intelligent en tabarouette. Je n'ai pas de joueurs qui sont pas rapides dans ma tête là, rapidement dans la Ligue nationale. Là. Mais ouais. Il faut que tu aies une intelligence de feu, man, pour anticiper les jeux. Parce que, man, c'est tough. Là. Puis Green Tree, man, c'est l'enfer comment il est là. J'ai de la misère à projeter Massé dans la NHL. En plus, il n'est pas physique. Ça, c'est clairement un autre. Mettons, Green Tree, au moins, il apporte un apport physique, ce que Massé n'apporte pas. Ouais. Il n'y a aucune malice, ce gars-là. C'est fou. Là. Non, ouais, ouais. Ouais, c'est Massé, s'il fait des millions dans les nationales, c'est comme Thomas Holmstrom dans le temps, man. C'est le cul en avant du net. Ouais, puis de faire lever des pucks puis de prendre des retours, man, parce que effectivement, il est vraiment pas rapide. Il est vraiment pas rapide. Ouais, ouais, vas-y. Je vais juste closer mon premier pour pouvoir parler de mes deux, trois gars qui sont comme vas-y, let's go. Ben, moi, mon premier, c'était pas Bézal pour un peu les mêmes raisons que toi. Son cordon du cœur qui traîne dans la merde. Tout ce qu'il attendait, c'est d'avoir l'open net puis de la crisser dedans parce que sinon, il n'était pas capable de rien créer. Il tirait beaucoup au filet, mais il voulait rien créer. Là. Tout ce qu'il faisait, c'est amener des rondelles au filet. C'était juste ça. Tout simplement. Puis c'était supposé d'être un leader offensif, puis ça n'a clairement pas levé. Là. Mes middle, ben, en fait, c'est pas des middle, c'est que je les aurais mis du côté des joueurs que j'ai bien aimés, mais on avait le droit, on s'en avait dit 10. Mais sinon, on va parler de Cole Baudouin. Pour moi, Cole Baudouin a connu un excellent tournoi, un excellent travaillant. Il a apporté ce qu'il devait apporter au Canada défensivement. Ça a été tous les désavantages numériques, c'est tout Cole Baudouin. Bloquait des gros lancers. Vraiment intense le long des rampes. Il sortait la rondelle. C'était vraiment c'était parfait. Ce qu'on parle de Massy qui va se stationner en avant du filet, ben Cole Baudouin l'a fait à la perfection. En powerplay, ça va se positionner en avant du net. Le quatrième but du Canada en finale. Pour de vrai, j'ai trouvé qu'il a fait un excellent travail. Ouais. Vraiment, tu sais, c'est pas un attaquant top 6, mais il a vraiment son utilité. Là, et une bougie d'allumage. Il va aller chercher un hit, il va bloquer un lancer, il va se sacrifier défensivement pour son équipe. C'est un joueur de hockey, Cole Baudouin. Là. C'est d'un gros match. C'est un genre de joueur que tu veux en série. C'est un genre de joueur que tu veux c'est pour en ça finale. Que même s'ils ne sont pas allés loin en série, ça a été le meilleur joueur de son équipe en playoff. Ah oui. Ah non, je l'aime beaucoup. Un autre que j'ai bien aimé, c'était Adam Tettelbach. Un joueur qui a beaucoup de misère avec les Giants de Vancouver, qu'on parlait justement dans nos podcasts avant tournoi, qu'on disait que c'est un gars qui international, il joue vraiment des bons tournois. Puis il nous l'a démontré. Là, il a vraiment eu, sans dire qu'il a fait beaucoup de points, il était vraiment impliqué dans les trois zones défensivement. Je l'ai vu s'impliquer vraiment beaucoup. Un talent offensif que j'aime bien, mais qui est assez discret dans CHL. Son talent en shootout, il a scoré un très beau but en shootout. Pour de vrai, il a redoré son blason un petit peu là, parce que ça faisait pitié un peu avec les Giants. J'étais bien content de le voir bien paraître durant le tournoi.
Non, c'est vrai que c'est la scène internationale, mais moi, j'ai l'impression que Titleback, c'est les patinoires nord-américaines qui le fait chier, là. Ah, ça aussi. Mais voilà, moi, dans les plus petites nations, mais moi, j'ai bien aimé Jemeru Weber, puis Gian Meyer en Suisse. Ujmankis en Lettonie, je l'ai Ouais. beaucoup aimé aussi, le défenseur. En Slovaquie, Moi, j'en avais 2 autres. Après, j'ai Radivojevic. ouais, Radivojevic, pour de vrai, ça joue. C'est ouais, la médaille de bronze. Ils ont perdu. Médaille de bronze, ils ont perdu 4-0. ouais. Mais tu sais, ça a été 0-0 quasiment tout le match. Ouais, mais ça a joué 28 minutes. Ça a été le joueur le plus Ouais, utilisé ouais, ouais. pour la Slovaquie. Clairement, le défenseur qui créait le plus de choses. Dans mon équipe d'étoiles, mettons, mon deuxième défenseur, là, je suis encore mitigé à savoir, Hudson, je le mettrais avec qui pour mon équipe d'étoiles. Puis sinon, mon dernier, c'était. En fait, Eiserman, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il a connu un bon tournoi, Eiserman. Je l'ai vu avec des facettes qui savaient améliorer un petit peu. Son contrôle de rondelle, son contrôle de rondelle et son intelligence en zone neutre. J'ai trouvé que ça avait amélioré un petit peu dans ce sens-là. Ouais, il s'est amélioré. C'est vrai qu'il s'est amélioré. Il a l'air moins. Il était plus capable de performer en zone neutre. Mais C'est j'ai Sarkana. encore. Ouais. Ouais, c'est Sarkana, Asaneli. Memo. C'est le joueur qu'on avait présenté pour le Ouais, Kazakhstan en début de tournoi. c'est Yes, très sir. frais. Mais c'est Ouais. ça, elle continue avec Eiserman. Non, mais c'est ça, j'étais d'accord un peu avec toi, sauf que. Mais il n'était pas assez pour que je le mette dans mes 10 premiers. Puis pour finir, moi, un du Canada que j'ai bien aimé, c'est Luchenko. Là. Jet Luchenko, pour de vrai, petite bougie d'allumage, il apporte un peu de tout à l'offensive du Canada durant le tournoi. Ouais, je sais pas si c'est dans la demi-finale ou en finale qu'il y a eu pogné une punition, deux mauvaises punitions. Ouais. Là. Mais Mais j'ai ouais, trouvé je l'ai aimé aussi. qu'il essayait de s'impliquer un peu plus physiquement, puis peut-être que c'était pas nécessaire, mais j'ai trouvé que sa vitesse vraiment à l'aider au Canada. Ouais, non, c'est une belle équipe, le Canada, pour de vrai. C'est une belle. Ouais, c'est une belle petite équipe. Ouais, Memo, il dit qu'Aiserman, sa prise de décision sous pression est mauvaise. Je suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça. Finlande, en Slovaquie, on a parlé. La Tchéquie, on a parlé. Canada, on a parlé. Et la Norvège. La Norvège, moi, Vatny, j'ai trouvé bon. Là. Ouais, il y a Mathias Ben, Dely, là, qui est un espoir admissible au prochain repêchage, qui a quand même tiré son épingle du jeu, là, 6 points en 5 matchs. Avec Vatny, là, c'était pas mal les deux meilleurs joueurs. Là. Mais je trouvais que Dely, là, c'est un joueur qui jouait de la bonne façon. Il était très responsable dans sa zone. Un gars qui joue nord-sud, un bon gabarit. Là, je te dis pas qu'il va jouer dans la nationale, là, mais tu sais qu'il y a des aptitudes là, qui pourraient l'aider à gravir les échelons. Mais voilà. Ça a été. Fait là, tu dis, c'est qui ton défenseur? Fais-la nous donc, ton équipe d'étoiles en terminant. Là. Moi, je l'ai mis sur notre groupe, là, mais la tienne, ça serait quoi? Ouais, clairement qu'en attaque, ça serait un McKenna. McKenna Hagens, puis je pense que je compléterais avec TJ Ginla pour compléter mon top 3. Puis défensivement, je pense que ça serait Hudson. Puis je pense que j'irais. Juste parce qu'ils sont allés en finale, je pense que j'irais avec Hensler. J'ai bien aimé dans le tournoi Hensler. Ouais, il a été bon, Hensler, c'est vrai. Si c'est Raduljic, j'ai bien aimé aussi, en fait. Là. C'est vraiment difficile entre les deux. Mais je voyais avec Hensler, je pense. Puis Carter George d'un but. Puis Carter George d'un but. Bon, mais c'est parfait. C'est quoi qui t'attend là, dans le scouting dans la prochaine semaine de ton côté? Je pense que je vais entamer. Je vais commencer par closer un peu ce que tu as fait cette semaine. Je pense que je vais essayer de le closer. Les Lechunov, les Boyum. En fait, on va sans dire ce qu'on va faire, mais je pense que je vais commencer par le ranking un peu de la NHL. Là, comment ils sont rankés selon voyons, c'est quoi le mot? La projection, mettons. Là, tu disais, tu vas prendre la liste de la Ligue nationale, dans le fond? Exact, c'est ça que je veux dire. OK. Puis je vais y aller un par un.
Puis je vais. C'est dans le classement, là. Ouais. Puis je vais closer avec mon classement. Je vais essayer de faire de 8 à 10 visionnements par joueur. Puis je n'ai déjà beaucoup de fêtes, là. Fait que ça va quand même aller vite. Mais tu sais, quand je vois des Yves Bouilloum jouer 48 minutes, ça va peut-être être un peu plus long. Ouais, même son shift by shift, il dure genre 1h07, là, ça n'a juste pas de sens. Son shift by shift, 1h07, c'est fou. Là. Ouais. Non, je vais y aller dans ce sens-là. Là. C'est une coupe que j'ai déjà closée. Ouais, mon top 10 devrait aller assez vite, je pense. Même mon top 20. Après ça va. Mon plus intéressant, je pense, ça va être de 20 à 30. 20 à 32, en fait. Moi, ça va être de 59 à 72. Ça, je t'embêtais un peu. Non, c'est pas vrai. Mais on veut vraiment vous fournir là, en fait, ouais, c'est ça. Street Scout, on veut vraiment se distinguer des autres par l'éventail très large des espoirs là, admissibles au prochain repêchage. Tu sais, il y a plusieurs podcasts, là, whatever, là, qui, bon, ils sont vraiment ferrés dans les 30 premiers, dans les 32 premiers, dans les 40 premiers. Nous, on veut vraiment vous offrir des observations sur, j'allais dire sur tous les espoirs, mais en tout cas sur la grande majorité des espoirs admissibles au prochain repêchage. Fait que des fois, moi, j'ai des idées de grandeur peut-être un petit peu trop grandes, là, mais j'aimerais ça vous fournir un top 100. Je suis à l'aise avec ça, sauf que là, comment le faire rentrer dans un podcast, ça va être un peu plus tough, là, si on fait un top 100. Ouais, on va y aller genre 190, 90, 80, ouais. à coup de 20. Là. Puis on aimerait ça vous sortir notre top 32 final à mi-juin, peut-être, là. Tu sais, là, le repêchage est genre le 28 juin. Ça fait que peut-être que notre top 100 là, commencerait là, à la fin du mois de mai, là. Mais on veut vraiment vous donner le plus d'informations. Ouais, ben début juin, genre, là, ça part là, on verra là. Mais ouais, c'est ça, on veut vraiment vous donner le plus d'informations possible sur le plus d'espoir possible au prochain repêchage. Puis je vous invite, puis ça va être, on va être live avec nos Patreons à ce moment-là, là. Mais on a bien hâte de faire ça. C'est au repêchage de la Ligue nationale. On va regarder le repêchage live avec vous si vous venez avec nous. Puis moi, je vais faire le repêchage du Canadien. Alexandre va faire le repêchage des Bruins de Boston. Donc, on va écouter le repêchage choix par choix. Puis quand ça va être à la sélection du Canadien, ben moi, je vais me dépêcher. Je vais faire la sélection avant que Ken Hughes annonce son pick. Puis l'objectif, puis Brabant va faire la même pratique avec les Bruins de Boston. Fait qu'on va être là la première journée pour la première ronde, puis la deuxième journée pour le reste des rondes. Puis l'objectif de ça, c'est qu'on se rend compte dans 3 ans qu'on a des meilleurs repêchages que nos équipes dans les nationales. Fait que ça, c'est un gros... Puis c'est entre autres pour ça aussi qu'on veut avoir le plus d'informations possible, le plus de visionnement possible sur le plus d'espoir admissible au prochain repêchage. Moi, je suis hyper confiant en moi. Peut-être que l'année prochaine, je vais tout arrêter ça parce que je vais être dans le champ. On va closer Street Scout. Mais puis j'ai été bien content ce matin pas ce matin, ce soir de constater que j'ai eu la 5e sélection avec les Canadiens. Il n'y a aucune chance, Memo. Il n'y a aucune chance. Ça moi, si je fais ça, man, je m'enlève de ma petite carrière de gars de podcast. Non, les Rangers viennent de marquer. Les Rangers remportent le match numéro 2. Ouais. 57 tirs, les Vikings à Caroline. Ça a l'air d'être trop check. Mais ouais, non. Puis tu sais, Charlie Elick, tantôt, moi, je pense que je l'aime plus que toi, mais tu sais, je suis pas certain que je le repêcherais non plus. C'est pourquoi tu lèves tes bras? Non, je peux pas t'en parler, mais c'est pas grave. Je t'en parlerai off-cam après. Bon, ben, sur ça, on va arrêter le podcast. On va retourner faire des visionnements pour vous fournir le plus d'informations possible sur les espoirs admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale. Salut tout le monde! Salut, à la prochaine!